et bonsoir, salut, comment ça va les gens? Et bienvenue. Salut sur ce nouveau stream, sur ce nouveau Café des Sciences, où aujourd'hui on va parler du syndrome de l'intestin irritable. Un sujet qui concerne en vrai beaucoup de personnes. En vrai, je m'étais pas rendu compte avant de faire ces recherches-là qu'il y avait autant de personnes qui étaient atteintes par ce syndrome. C'est à peu près 5% de la population en vrai. Donc ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Et bon, je suis personnellement atteint par, par la pathologie. SIC, on est là. Frivu, salut, comment tu vas? Toi aussi tu l'as? Ouais. Enfin, non, mais on, on se sait. Comment ça va? J'espère que vous avez tous passé une super semaine. Moi, c'était très très cool. Bon, j'ai dû annuler un stream, bon, c'était rien de grave du tout, hein, c'était juste une question organisationnelle plus qu'autre chose. Mais voilà, dommage, j'ai pas pu jouer à Doom, j'ai pas pu me détendre, c'est pas grave. Yep, je l'ai aussi. Aïe 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 aïe. Mais bref, aujourd'hui je vais essayer de voilà, vous donner un petit peu tous les éléments que j'ai pu rassembler dessus. Et n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on cherche un peu plus profondément sur les trucs qui vous concernent plus, en particulier si vous êtes atteint sur la pathologie, enfin par la pathologie. Et voilà, hein. Moi je pense que ça va être très très cool. En tout cas, voilà, encore une fois, m'en voulez pas, c'est pas de ma faute, mais je vais beaucoup dire on sait pas. Voilà. Bon, c'est pas de ma faute, je vous promets, hein. Salut Muros, comment ça va? Bonne semaine de mon côté, en effet. Ah, trop bien. Ça fait plaisir. Ça, c'est des mots qu'on veut lire dans le chat. Salut le Nem, comment ça va? Tic et tac sont réunis, ça y est. Ah là là, ça va très bien et toi? Bah écoutez, moi ça va, hein. Ça va. Même si, bon, là, il commence à faire 35 degrés par chez moi, j'aime pas, ok? Je demande réparation. Je sais pas pourquoi. On n'est pas encore en juin. Il fait déjà 35 degrés. Je vais mourir. Ok? S'il vous plaît, arrêtez. Changez les températures. J'aime tellement cette température. Ah putain. Ah, aïe, aïe. Toi, tu fais partie de ces gens-là, les lézards là. Ces gens qui peuvent être au soleil avec ces grosses températures. Aïe, aïe. En vrai, je t'envie de fou, hein. Je t'envie de fou, hein. Nous, on a sorti les boules hier. Ah oui, la pétanque. Ah putain, la pétanque. Ça, ok. Une bonne pétanque. Quand t'es avec un terrain ombragé, petit pastis, petite pétanque. Je crois que c'est le meilleur truc de vacances du monde pour moi. J'adore être actif, j'adore faire de la randonnée et tout, visiter des choses, etc., aller voir des nouveaux paysages. Mais si vraiment il y a des jours qui doivent être off où c'est purement du repos, pétanque pastaga à l'ombre, c'est un rêve. Non, ça me donne envie de partir en vacances là. Mais je vais pas pouvoir, putain. C'est pas grave. Bref. Du coup, aujourd'hui, syndrome de l'intestin irritable. Et je vous propose qu'on rentre direct dans le sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Et encore une fois, je suis désolé, il y a beaucoup de choses que je vais devoir vous dire. Bah, on sait pas. Voilà, voilà. Je pars à Milan avec l'université dans 10 jours. Ah, Milan, c'est très très cool, hein. Milan, c'est très sympa. Franchement, trop bien ça. Là, tu vas te faire kiffer, hein. Milan, c'est vraiment très très cool. Par contre, là, en ce moment, il doit faire vraiment très très chaud, hein. Mais ouais. Franchement, Milan, pour l'avoir visité en plus il y a pas longtemps, c'est très sympa. Il y a juste... Bon, en Italie, ils ont très très peu de budget pour tout ce qui est maintien de leurs œuvres d'art, etc. Et du coup, parfois, tu vois des choses qui sont incroyables, mais avec des graffitis dessus. Et ça fait chier, vraiment ça fait chier. Mais sinon, Milan, la ville en elle-même, t'as la rivière, tout le long, enfin le long des canaux, tu peux te poser et boire des spritz, c'est très très bien. Et pas très loin, en plus, t'as les grands lacs, hein. Les grands lacs du nord de l'Italie où tu peux vraiment te faire kiffer, donc franchement, ça va être cool ça. Bref, du coup, le syndrome de l'intestin irritable. Sachez que c'est une pathologie qui, pendant véritablement très longtemps, mais quand je dis très longtemps, c'est jusqu'à il y a à peine 10 ans, même pas. En vrai, ouais, moins de 10 ans. On a commencé à s'intéresser à cette pathologie en 2010, un tout petit peu, et en vrai, c'est en 2015 qu'on a commencé à en parler sérieusement. Avoir des chercheurs qui sont, enfin des chercheurs et des médecins qui sont plutôt dédiés à cette pathologie. Mais avant ça, c'était véritablement le médecin disait à tout le monde, c'est psychosomatique, c'est de votre faute, c'est dans votre tête, donc démerdez-vous, quoi, en gros.
Sauf que, bah, on s'est rendu compte au fur et à mesure que non. Et voilà, ce n'est pas le cas. Il y a un lien très très fort entre le cerveau et certaines pathologies qui sont psychologiques et psychiatriques, et un impact justement sur le transit. Mais il y a un syndrome aussi de l'intestin irritable qui est quelque chose de bien plus complexe et qu'on va voir, qu'on commence à peine à découvrir, hein. Il y a des recherches qui vont dans tous les sens en ce moment. C'est très très intéressant, mais ça montre surtout à quel point on est dans le noir avec cette pathologie, énormément. Et c'est surtout, alors moi, ma conclusion, et je pense que je vais essayer de... Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec cette conclusion au fur et à mesure, mais en tout cas, moi, ma conclusion, elle est vraiment que c'est... Comment dire? C'est une pathologie que on ne comprend pas, et on a mis ce mot-là, de manière générale, derrière énormément de différents syndromes, etc., et pathologies. Oula! Salut papy! Comment ça va? Putain, tu lances arrêt avec 14 personnes, merci papy. Mais pourquoi ça se lance pas les... J'avais mis des alertes. Bref. Salut papy, salut tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans le Café des Sciences. Ah là là, ça fait plaisir. Comment ça va papy? Ça faisait longtemps. J'espère que tu vas bien en tout cas, que tu passes des très bons streams et une très bonne semaine. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Aujourd'hui, on parle du syndrome de l'intestin irritable. Voilà, c'est une pathologie qui touche beaucoup de personnes. N'hésitez pas à poser toutes les questions. Pas d'alerte. Ah, c'est quoi ce bordel? Mais je sais pas, moi, ça veut pas fonctionner. Pourtant, j'ai mis un truc avec les alertes et tout. Je sais pas pourquoi. Mais oui, fenêtre d'alerte, elle est bien mise. Je suis désolé. En tout cas, merci beaucoup, papy, c'est adorable. Ah là là. J'ai tendance à dire que c'est un diagnostic poubelle aussi. Oui, mais ouais, on va essayer d'en discuter, justement. Ici aussi, je suis à Marseille. Pétanque. Incroyable. Incroyable. Ah, la pétanque, ça me manque, hein, de fou. Hein. Trop envie d'en faire. Hein. On veut que ça hurle quand il y a un raid. Oui, je suis désolé. Je voulais, moi aussi, mais je vous promets, normalement, j'ai tout calibré. Mais je suis mauvais avec ça. Bref, je peux pas être bon partout. Je peux pas rester, désolé, je laisse ma lurk. Ok, bah merci beaucoup, papy. Passe une très bonne soirée. Encore une fois, merci pour le raid, c'est adorable. Et voilà. Et pour ceux qui viennent de chez papy, bonjour, bienvenue au Café des Sciences. Ceci est une émission scientifique où on prend un sujet tous les dimanches à 20h et on en discute. Voilà. Et moi, je fais des recherches de mon côté, parce que j'ai une formation, justement. J'ai un doctorat en bioinformatique spécialisé en cancérologie, mais de manière générale, je suis juste un geek des sciences. Et voilà. Hein. Du coup, on parle de tout ça, tous les dimanches, un sujet différent à chaque fois. N'hésitez pas à proposer des sujets, n'hésitez pas à poser des questions. Je prépare à chaque fois plein de choses, hein, je vais vous montrer. Hop, plein de choses à discuter, à regarder, etc., à réagir dessus, que j'ai déjà vu, déjà analysé moi-même. Mais voilà, si on va pas au bout, on s'en fout. Si on va regarder d'autres trucs, on s'en fout. Le but, c'est de répondre à un maximum de vos questions et de vous apprendre un maximum de choses. Voilà, et moi, je kiffe faire ce genre de trucs. Donc, bienvenue. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Le mec en bio-info, juste en bio, mais pas en info. Non, mais c'est différent. Voilà. C'est quoi la bio-info? La bio-info, c'est un domaine de la biologie qui est assez récent et qui s'attaque à tout ce qui est analyse de données massives qu'on a en biologie. Notamment depuis qu'on a commencé à faire des séquençages, tu sais, de l'ADN, de l'ARN, etc. On a besoin de personnes spécialisées en informatique et aussi spécialisées en données biologiques pour comprendre exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cette donnée en particulier, pour créer justement des algorithmes et des programmes pour réussir à analyser tout ça. Et ça, c'est mon taf à moi. C'est-à-dire que moi, ce que je fais tous les jours, c'est vraiment, j'ai des données de séquençage et je suis spécialisé, je suis biologiste aussi à la base, et donc du coup, j'ai cette double compétence, cette double casquette, ce qui fait que je peux comprendre ce que je suis en train de regarder, et en même temps, c'est ça, je suis un data analyst, programmeur, etc., qui permet justement d'analyser toutes ces données-là. Et le domaine est vraiment en plein boom, hein, c'est vraiment trop bien. Salut Joss. Mais ouais, franchement, c'est un domaine qui est super intéressant. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, dans ce domaine-là en particulier, parce que forcément, hein, maintenant l'ADN, c'est l'ADN, l'ARN, les protéines, etc. On a des données quantitatives folles dessus. On arrive à avoir même ces informations-là au niveau d'une seule cellule, donc on peut avoir des échantillons avec des milliers de cellules, voire des centaines de milliers, voire quelques rares échantillons avec des millions de cellules. Pour chaque cellule, on a l'ADN qui est séquencé, on a des informations quantitatives sur les protéines, etc. en même temps.
c'est des expériences qui coûtent très très cher, mais qui sont incroyablement intéressantes. Voilà. Je leur ai fait un petit speech sur ma vision de pourquoi j'aime la bioinfo et pourquoi c'est important. Ça a bien convaincu le comité de sélection, je dis. Let's go, trop bien. Trop bien. Mais ouais, non, la... Analyseur, tu lis des anus. Bah aujourd'hui, on va parler de caca, donc après, t'es un peu dans le thème. Mais... malheureusement, c'est vrai, hein. Mais voilà, on va parler de ce syndrome de l'intestin irritable qui vraiment est assez complexe, quoi. En fonction du nombre de plis. C'est ça, je lis dans les plis de l'intestin. En vrai, ce serait drôle. Bref. Du coup, aujourd'hui, syndrome de l'intestin irritable, et je vous propose qu'on aille commencer à lire un premier article dessus, qui a été fait par l'INSERM, un centre de recherche français qui est incroyablement fort quand même, qui font beaucoup de trucs vraiment très très cool. Hop. Comme pour les lignes de la main, exactement. Mais oui, mais justement, il y a énormément de personnes qui ont des problèmes justement avec leurs intestins. Il y a vraiment, c'est 5% de la population de manière générale, hein, donc ça représente vraiment beaucoup de personnes. Moi, personnellement, je suis aussi touché par ce syndrome, mais apparemment, dans le chat, je suis pas le seul. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement handicapant. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable? En gros, c'est des personnes qui ont des facilités à avoir des problèmes avec leurs intestins, souvent des douleurs. La plupart du temps, c'est genre des douleurs qui sont quasiment constantes, à plus ou moins haute intensité, bien sûr. Mais c'est beaucoup de douleurs, c'est des problèmes de transit dans les deux sens, hein, que ce soit des diarrhées ou l'impossibilité de chier. Voilà, ça arrive dans les deux cas. Et c'est aussi lié à beaucoup d'autres pathologies. On sait que c'est lié à la dépression, on sait que c'est lié à l'anxiété, on sait qu'il y a un lien très fort entre nos émotions et justement comment nos intestins se comportent, mais on sait aussi qu'il y a des aliments qui ont des effets plus ou moins importants dessus, aussi notre flore bactérienne, liée aussi à notre alimentation. Bref, tout ça c'est un sacré foutoir, on va essayer de le décortiquer un petit peu, de rentrer un peu dans les détails de chacune de ces sous-catégories d'impact qu'il y a différents sur nos intestins, sur cette pathologie, et d'essayer de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur de ce truc-là. Et vous allez voir que je pense très sincèrement que pour moi, c'est au moins 4 ou 5 raisons différentes qui créent des symptômes qui sont similaires, mais qui en soi, vu que c'est des raisons différentes, sont des pathologies qui sont différentes. Et il y a pas mal de scientifiques qui sont en train justement de travailler sur une reclassification ou une sous-division en sous-catégories, etc. Oui, je confirme, je le suis aussi. Pour être tranquille, je ne dois consommer que des fibres insolubles dans l'eau. Ouais, bah ça c'est... Ouais. Bah ça dépend justement, en fait, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que notamment, Juice, avec ce cas particulier, c'est que toi, tu as repéré quelque chose qui te faisait énormément de dégâts. Et le truc, c'est que quand tu as... compenser ce comportement alimentaire avec justement que des fibres qui sont insolubles dans l'eau, tu t'es retrouvé avec beaucoup moins de problèmes. Sauf que une autre personne qui a la même pathologie, entre guillemets, le même nom de pathologie, en adoptant le même comportement que toi, n'aura pas les mêmes résultats. Et c'est justement pour ça qu'on va voir que c'est une pathologie qui est extrêmement associée à la personne, qui est très personnelle, avec des comportements qui sont très différents, des symptômes qui peuvent être très différents aussi. Donc ouais, c'est vraiment très particulier. Bonjour, est-ce que ça peut mener à des maladies plus graves, prédisposition à des cancers par exemple? J'imagine qu'il y aura des réponses bientôt, mais bon, non, pas de souci. Mais oui, tout à fait. En fait, justement, les cancers colorectaux sont très liés au syndrome de l'intestin irritable. Il y a aussi la maladie de Crohn qui est liée au syndrome de l'intestin irritable. En fait, toutes les personnes qui ont Crohn ont soit une prédisposition, enfin ont en gros 2 fois plus de chances d'avoir un syndrome de l'intestin irritable après. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur le fait que très certainement que c'est parce qu'ils avaient le syndrome de l'intestin irritable avant et que c'est très certainement une prédisposition. Parce qu'on voit aussi qu'il y a ce lien aussi. Quand on a le syndrome de l'intestin irritable, il y a plus forte chance d'avoir la maladie de Crohn et aussi des cancers de l'intestin de manière générale. Hein. Donc oui, en effet, ça peut lier à des maladies qui sont plus graves. Mais on va le voir aujourd'hui, même si c'est très particulier, il y a énormément de moyens de justement réussir à ne plus avoir de symptômes, voire même se défaire de cette pathologie, et que c'est lié à plein de choses différentes, mais que si je devais résumer les choses qu'il faut faire pour réussir justement à s'en sortir, c'est déjà se faire accompagner médicalement, ça, voilà, faut que je le mette en numéro 1, pas le choix, il faut vraiment aller voir des spécialistes qui puissent vous accompagner là-dessus. Mais aussi, il faut vraiment s'écouter soi-même.
et prendre beaucoup de notes. Je pense que c'est un des trucs qui va être le plus important. Ça va être de, ok, observer tout ce qui se passe et monitorer certaines choses qui sont très importantes. Tout ce qui est lié au stress. Voilà, c'est un des trucs vraiment les plus importants, on va le voir dans ce premier article. Tout ce qui est lié au stress et tout ce qui est lié à l'alimentation. Ces deux choses-là sont extrêmement importantes. Et pour le stress, il faut que vous monitoriez par exemple les activités qui vous font déstresser, faire du sport, faire du yoga, tout ce genre de choses par exemple. Quel que soit le truc, hein, tant que c'est des choses qui soit font de l'activité physique, soit sont des choses qui sont destinées à vous faire diminuer vos niveaux de stress, il faut que vous regardiez un petit peu à quelle fréquence vous le faisiez, etc. Et si jamais vous arrêtez de le faire, est-ce qu'il y a plus de symptômes, moins de symptômes, etc. Et aussi au niveau de l'alimentation, repérez les différents aliments qui potentiellement peuvent vous causer des problèmes. Il y a des choses qui sont très très liées, notamment au sucre. On sait que les sucres vont entretenir certaines flores bactériennes qui sont pas très bonnes, qui peuvent aggraver des symptômes. On sait que, enfin bref, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être impactées là-dessus, quoi. Bizarrement, je suis à peu près tranquille depuis que j'ai perdu 50 kilos. Même mes plus mauvais jours sont largement gérables maintenant, alors que j'ai pas spécialement d'explication. Et bien justement, il y a aussi un lien très fort entre l'obésité et cette pathologie. On comprend pas encore exactement, totalement pourquoi. Mais justement, il y a un lien avec... Et c'est pareil, hein, moi je sais que j'ai toujours de temps en temps des soucis, mais je me suis mis à faire beaucoup de sport. Mais en fait, le truc, c'est que quand on perd du poids, souvent ce qu'on fait, c'est que justement, on se met à faire beaucoup de sport. Et quand on se met à faire beaucoup de sport, qu'est-ce qui se passe? Là, notre gestion du stress s'améliore. Et donc, tout ce qui est molécules qui sont liées au stress et tous symptômes qui sont liés au stress, parce que c'est pas que des molécules hein, qui ont créé des problèmes avec le stress, c'est aussi le fait qu'on est dans ce mode de fight or flight, c'est-à-dire que nos organes arrêtent d'être irrigués de la bonne manière, donc nos intestins, etc., qui sont considérés par notre cerveau comme étant non essentiels en situation de danger, sont beaucoup moins irrigués quand on est en situation de stress, parce que normalement, c'est pas censé durer très longtemps, ces situations de stress. Et du coup, quand nous, c'est du stress permanent, de l'anxiété ou des choses qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours à chaque fois, et ben ça crée justement des soucis purement, en fait, comment dire, d'alimentation de nos différents organes qui créent des dysfonctionnements, etc. etc. Donc voilà. Il y a vraiment tout ça qui est à prendre en compte et c'est très très important. Et c'est évolutif, ouais, c'est tout à fait évolutif, c'est-à-dire que ça peut s'aggraver, justement, ça peut aller vers d'autres pathologies, notamment la maladie de Crohn. Mais du coup, comment on trouve un spécialiste pour ça? Il y a beaucoup de gastro-entérologues, notamment aller chercher chez les personnes qui sont plutôt jeunes, si vous pouvez, parce que souvent, en fait, plus leur formation est jeune, plus ils sont sensibilisés à ce genre de sujet. Notamment parce que maintenant, c'est pris au sérieux. Comme vous pouvez le voir là, ici, ça c'est un article qui est sorti par l'INSERM en 2021. Et en 2021, on est à une date où justement on prend la pathologie en sérieux. Donc les personnes qui ont fini leur formation, on va dire en 2010, etc., et qui continuent à se former, parce que souvent il y a une tendance chez les jeunes praticiens à continuer à se former et chez les vieux à arrêter de le faire. Donc essayez d'aller voir des médecins qui soient pas trop vieux, ou alors qui sont spécialistes et qui ont continué à se former, et voilà. Mais voilà, c'est gastro-entérologue le mot à retenir, et essayez d'aller voir chez plutôt des jeunes ou des personnes qui sont spécialistes, ça pourra aider, quoi. Coucou, salut Van Cypher, ça va? J'espère que t'as passé une bonne semaine. Achetez un agenda et notez ce que vous mangez, faites. Ouais, mais c'est ça, exactement. C'est vraiment très très important. Si jamais vous avez cette pathologie que vous voulez identifier, parce qu'en fait, ça va être le truc le plus important. Si jamais vous avez des problèmes et que vous pensez que c'est un syndrome de l'intestin irritable, commencez à prendre des notes. Quels sont les comportements que vous avez qui vous font diminuer votre stress? Quels sont les comportements ou les choses qui vous arrivent, qui vous amènent du stress? Essayez de noter un peu tout ça. Notez votre alimentation et essayez de repérer des patterns. Et ça, c'est vraiment un des trucs qui va vraiment vous aider, vous, et aussi aider votre praticien de santé, quand vous pourrez lui emmener en plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment trop, trop cool. Ça va, bonne petite semaine et toi? Ah, trop bien. Moi, ça va aussi. Franchement, très bonne semaine. C'était cool. En plus, le sujet est très intéressant. Donc, le sport aide aussi à diminuer le stress. Oui, exactement. Exactement. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment quelle que soit l'activité que vous faites qui fait diminuer votre stress. Important durant les examens. Oui. Très, 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 très important. Ça, c'est aussi un truc très important, hein, c'est que
dans nos vies, on a tendance justement à mettre en place des nouvelles habitudes qui sont bonnes pour notre santé, comme faire du sport, etc., dans des moments où justement on n'a pas de stress, on n'a pas de contraintes, etc. Et dès qu'il y a des contraintes et du stress qui apparaissent, on se dit « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, etc. » Et on décide de plus continuer ces trucs-là. Et en vrai, c'est vraiment ces trucs-là où il faut s'accrocher à ces activités-là parce que c'est celles qui vont vous permettre justement de gérer votre stress et de mieux vous sentir, quoi, de ne pas avoir de pathologies comme ça qui apparaissent par la suite, quoi. Et préparez-vous à l'infâme liquide de la mort pour la coloscopie dans le diagnostic. Oui. Alors, sachez que c'est mieux qu'avant, mais en fait, quand vous allez faire un examen médical qui s'appelle une coloscopie. La coloscopie, en gros, on vous endort, on vous met sur une table et, désolé de le dire, on vous met une caméra au bout d'un bras qui est articulé mais extrêmement souple dans les fesses et on remonte tout votre intestin pour aller voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Et on essaie de voir si vous avez des symptômes ou pas, si vous avez une maladie de Crohn, si vous avez un syndrome de l'intestin irritable, etc., etc. Donc en gros, ils vont aller regarder directement parce que physiquement, on peut voir qu'il y a des lésions, etc., dans vos intestins. Mais quand vous devez faire cet examen, déjà vous devez être à jeun, forcément, depuis un certain temps, et en plus de ça, vous devez boire un liquide vraiment, et vous devez, je crois que c'est 1,5 litre ou 2 litres, je sais plus, ou même peut-être plus que ça. Mais en gros, ouais, c'est un liquide qui est fait pour nettoyer, hein, techniquement, qui est immonde, vraiment, qui est dégueulasse. Et t'as le droit de mettre un peu de sirop dedans, mais ça reste dégueulasse. Et tu dois boire ça avant l'intervention, parce que sinon, ils peuvent pas voir si tu veux le voir, quoi. Ça fait mal, non? En vrai, t'es endormi, mais c'est... Après, il y a souvent, tu vois, des soucis de douleur, etc., les quelques jours après, quoi. Mais ouais, absolument pas, t'as juste l'impression d'avoir été absent 2 heures. C'est le liquide à boire avant qui est immonde et t'en as énormément à boire. Ouais, non, c'est... En fait, de temps en temps, après, moi je sais que... pour quelqu'un que je connais très bien, il y a eu quelques douleurs justement après, mais sinon pour la plupart des personnes ça fait absolument rien, quoi. Juste t'étais endormi et puis voilà, quoi. J'ai aimé la préparation, c'était un peu anisé, quoi. Avoue, t'as mis du pastaga dedans. Juice, t'étais pas censé mettre de l'alcool, putain. Ah là là. Ouais, mais j'ai pu sécher le bac de sport grâce à ça. Oh, let's go. Ah, let's go. Putain, trop bien. Évitez le bac de sport, hein. Franchement, trop fort, les gars. Bref. Du coup, lisons cet article. Du coup, encore une maladie que l'on pensait psychosomatique. Et oui, pendant très longtemps, hein, le truc des médecins, c'était en mode « Ah, t'as mal à ton intestin, bah rentre chez toi et fais quelque chose pour ta tête. » Voilà. Pendant très longtemps, c'était ça. Donc, tant pis. Bref, maintenant, on sait que c'est une vraie pathologie, et j'espère qu'il y a beaucoup de médecins qui sont un peu vieux qui se rendent compte à quel point ils ont été des connards. Bien avant, bien sûr. Pas du tout de ressentiment, pas du tout. Parce qu'on ne savait pas l'expliquer, et qu'elle peut se déclencher ou s'aggraver lorsqu'on traverse un stress ou une période d'anxiété. Pourtant, le syndrome de l'intestin irritable, également nommé colopathie fonctionnelle, mais plus du tout côlon irritable, et oui, parce que c'est pas que le côlon, c'est tout l'ensemble de l'intestin. Donc c'est vraiment d'un bout à l'autre de l'intestin. Avant, ça s'appelait côlon irritable parce que c'est... Comment dire? Le premier lieu, on avait repéré des lésions qui étaient différentes de la maladie de Crohn, etc., qui étaient liées qui étaient localisées dans le côlon. Et donc, ils avaient commencé par l'appeler le syndrome du côlon irritable. Et en fait, on se rend compte que, non, en fait, c'est vraiment dans tous les intestins. Donc, c'est un nom qui n'est plus utilisé. Car l'intestin grêle est également concerné. Correspond bien à un trouble de fonctionnement de notre appareil digestif. Des maux de ventre parfois terribles, des spasmes, des brûlures, des ballonnements, des diarrhées et ou de la constipation. Parfois aussi des symptômes extradigestifs comme des maux de tête, des douleurs musculaires ou une grande fatigue. Bien que bénin, le syndrome de l'intestin irritable peut avoir un retentissement très important sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Et ça va vraiment être le sujet principal. Et je vais pouvoir vous parler de pas mal de mes expériences, désolé pour ceux qui n'aiment pas du tout ce genre de choses, je vais essayer de ne pas être trop imagé, mais la qualité de vie des personnes qui sont atteintes de cette pathologie, elle est horrible.
Véritablement. Quand tu n'arrives pas à trouver... Une fois que tu as réussi à calmer tes symptômes, etc., c'est trop cool, tu as l'impression de revivre. Mais en fait, véritablement, quand tu te retrouves avec cette pathologie, et comme en fait la majorité du temps, tu te retrouves avec des diarrhées qui sont vraiment très récurrentes, etc., il y a des personnes qu'on va voir tout à l'heure qui ont entre 8 et 12 fois par jour des diarrhées. C'est énorme. Il faut se rendre compte que tu as besoin d'un accès à des toilettes, justement, tout le temps. Et que à chaque fois que tu dois sortir de chez toi, prendre les transports en commun, c'est un stress de fou. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Le stress augmente la pathologie. Donc on se retrouve dans cette espèce de cercle vicieux de fou, où tu as peur de sortir de chez toi, et où tu te retrouves stressé quand tu dois sortir chez toi, et donc tu aggraves la pathologie, et c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, où du coup, dès que tu sors, tu as besoin de toilette rapidement. Donc c'est compliqué. Attends. Tac, tac. Il s'était mis une mine au Ricard juste avant, après ça nettoie aussi. Ça nettoie différemment. J'ai tout bu, la meuf a halluciné la vitesse à laquelle j'ai vu le litre et demi. Oh la vache. Le nombre de trucs qui étaient dans la tête jusqu'à il y a pas longtemps. Ouais, non, mais c'est... Ça, c'est vraiment... En plus, on s'en rend compte hein, à chaque fois, enfin, si vous êtes là régulièrement sur les cafés des sciences, on en parle régulièrement de ce truc-là, du fait qu'il y a énormément de pathologies qui, pendant très longtemps, étaient associées juste à de la psychosomatie et qui, en fait, sont des vraies pathologies et qu'on n'a juste pas écouté les patients. Et, malheureusement, c'est souvent parce que c'était des patientes, notamment c'était le cas avec l'endométriose, qui est une pathologie qu'on voilà, qu'on découvre à peine maintenant au niveau recherche, hein, et ça fait des résultats de fou très très rapidement. Mais ça c'est pareil, le syndrome de l'intestin irritable, c'est aussi une pathologie qui pendant très longtemps a juste été dit, voilà, c'est dans votre tête. Bref, c'est une folie quoi. Je ne m'étais jamais renseigné sur cette maladie, je trouve ça dingue quel point on peut avoir des situations différentes. Ça fait partie des inégalités silencieuses qui peuvent complètement changer le cours d'une vie, d'un concours, d'une compétition, etc. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est aussi une pathologie où il y a une inégalité homme-femme, où les femmes ont 2 fois plus de chances, de risque, pardon, d'avoir cette pathologie que les hommes. Donc voilà, encore une inégalité supplémentaire qui touche à la qualité de vie. Quand on regarde en fait les pathologies qui sont responsables de la mortalité, on est à peu près sur du 50-50. Hein. Les pathologies qui vont tuer hommes et femmes, c'est à peu près la même chose. Les hommes, c'est plus de cancer, les femmes, c'est plus d'autres choses, etc. Voilà, ils meurent aussi beaucoup plus sous les coups de leur mari. Donc bon, voilà, ça rajoute des choses, quoi. Bref, voilà. Donc on est à peu près sur du 50-50 sur la mortalité, mais par contre, sur beaucoup de pathologies qui concernent la qualité de vie, les femmes sont vraiment très très mal loties. L'endométriose, forcément, c'est une pathologie féminine. Et ça, au niveau de la qualité de vie, c'est une catastrophe. Et ouais, et du coup, bah ça c'est pareil, c'est aussi une pathologie qui touche énormément au confort de vie et dont les femmes sont 2 fois plus atteintes que les hommes. Mais c'est aussi lié au fait que les femmes sont aussi plus touchées par l'anxiété et d'autres pathologies du genre. Et donc du coup, vu que c'est très lié l'un et l'autre, il y a forcément un lien avec ça. Franchement, pour moi, je crois que les douleurs étaient souvent pires que les diarrhées. En vrai, alors très sincèrement, pour moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des douleurs qui sont de fou, t'as l'impression qu'on te fout des coups de couteau, hein, vraiment, à certains endroits de ton intestin, et au moment où, justement, tu peux enfin évacuer, c'est la délivrance. En fait, ça fait mal sur le moment, mais t'es tellement heureux de... En fait, ça libère aussi, donc tu te retrouves avec beaucoup moins mal d'un coup, et voilà, et ça fait plaisir, quoi. Les pathologies touchant surtout les femmes, ouais, très clairement. Il y a déjà eu un café des sciences dessus. Sur l'endométriose, oui. Mais du coup, là, je vais pas tarder à faire une série justement sur les pathologies qui sont juste plus prévalentes chez les femmes, parce que c'est un sujet qui est laissé un peu de côté, et je pense que ce sera intéressant qu'on en parle. Et je pense que je vais faire une série de cafés des sciences les uns après les autres. Bref, j'ai encore plein d'idées, de choses à faire, etc. Et je vais très certainement aussi modifier un peu les choses que je fais en ce moment sur mon contenu. Il y a moyen que je fasse un peu moins de jeux par la suite et que je fasse encore plus de sciences, parce que j'ai envie, et parce que je pense que c'est ce que je kiffe le plus faire, donc bref, on verra. C'est une autre discussion. Puis c'est une pathologie dont t'as pas envie de parler, quoi. T'as pas envie de justifier ou demander des aménagements pour ce genre de choses. Ouais, tout à fait, ça fait partie de ces pathologies où forcément,
c'est délicat en société de dire hey, au fait, voilà, j'ai la diarrhée, il faut des toilettes là, maintenant. Si tu viens de rejoindre des amis, etc., t'as pas envie de parler de ça, c'est très tabou aussi. Donc, ouais, c'est compliqué. Et c'est pour ça hein, qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont atteintes de ces pathologies qui restent chez eux la plupart du temps. Moi, c'était mon cas. Hein. Pendant très longtemps, c'était en mode je veux pas sortir en fait. Parce que ça me stresse. Parce que sortir, ça veut dire prendre un risque, et la conséquence de ce risque, c'est potentiellement se chier dessus. Bon, pas très envie. C'est pas non plus socialement très accepté, hein, voilà. Après, au bout d'un moment, tu développes des stratégies. C'est-à-dire que, bon, t'as des applications spéciales qui te disent où sont toutes les toilettes publiques. T'as même des applications spéciales dans certains pays où c'est des établissements, qui sont pas forcément publics, mais genre des restaurants, etc., qui se déclarent comme accueillant les personnes gratuitement sans te faire payer quoi que ce soit, etc. Donc, ouais, c'est important. Et ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez ce genre de pathologie, il y a plein de petites applications comme ça qui permettent de trouver ces ressources-là, et c'est franchement... Moi, je me souviens, j'étais en région parisienne, je prenais les transports en commun tous les jours, c'était une catastrophe, et je prenais le RER B, et je savais à chaque station à quel endroit je pouvais avoir des toilettes qui étaient accessibles, et à quelle distance, etc. Et c'était... Bref. Mais ouais, t'es obligé de développer ce genre de truc, quoi. Et t'oses pas dire, je peux pas manger ça pour pas passer pour le relou. Ouais, aussi, hein. Mais ça, c'est un peu plus accepté maintenant, mais c'est vrai que, déjà, tu sais, quand t'as les gens qui sont véganes, par exemple, ou végétariens, ou ce genre de choses, déjà, en société, ça crée des problèmes. Donc après, c'est si tu... ça crée des problèmes. Il y a des connards qui sont autour de la table, qui disent fais pas ton rabat-joie, mange ça. Et toi, t'es en mode, bah non, pour des raisons X ou Y, mais même quand c'est pour des raisons de santé, des fois, c'est vraiment pas accepté, quoi. J'étais trop con pour me priver, moi ça m'a jamais empêché de taper une grosse raclette, oh, putain. Car une personne qui critique ça, il mérite une baffe, oui, tout à fait. En tout cas, il mérite une éducation, je pense. C'était une catastrophe. Mais ouais. Les toilettes en PLS, ah bah franchement, il y a des toilettes publiques, elles ont vécu des choses. L'alcool, encore plus pétillant, passe très mal pour moi, et ça en société, c'est chiant aussi. Ouais, tout ce qui est boisson pétillante, c'est quelque chose qui a tendance à être à risque justement pour les personnes avec cette pathologie. L'alcool, de manière générale, ça c'est vraiment une catastrophe. En fait, de manière générale, l'alcool, pour tout ce qui est intestin et flore bactérienne, c'est vraiment une catastrophe. Et pour les personnes qui ont ces syndromes-là, c'est à totalement sortir de votre vie. Désolé, hein. Sauf. Voilà, il y a certains alcools que vous pouvez boire en petite quantité, genre par exemple une bière, ça passe, notamment parce qu'il y a aussi des levures dedans qui peuvent aider. Certains probiotiques à l'intérieur qui peuvent aider aussi, mais voilà, c'est contrebalancé par le fait qu'il y a de l'alcool dedans, qui est vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, l'alcool à réduire de manière forte, quoi. De manière générale pour tout le monde, c'est pas ouf, hein. Oui, non, c'est clair, mais ça d'ailleurs, faudrait qu'on en fasse un café des sciences aussi un jour sur l'alcool. Ce serait une bonne idée, je pense, et qu'on parle un peu. Alors, est-ce que c'est normal qu'on ait le droit de boire de l'alcool ou pas? D'un point de vue santé, la réponse est non. D'un point de vue sociétal, c'est une autre question. Il n'y a pas de traitement. Et bien justement, pas vraiment. En fait, vu qu'on ne sait pas exactement, et vu qu'en fait, pour l'instant, on appelle syndrome de l'intestin irritable tout un tas de choses qui sont extrêmement différentes, mais vraiment extrêmement différentes. Et le truc, c'est que il y a des causes différentes pour des choses, pour des symptômes qui sont considérés comme étant les mêmes. Sauf qu'en fait, c'est une multiplicité de symptômes très différents, et donc potentiellement des pathologies qui sont très différentes aussi. Et du coup, des traitements, il n'y a pas. C'est à chaque cas sa spécificité, ça demande du temps. Il faut analyser l'alimentation, analyser le stress, analyser la vie des personnes, leur comportement, est-ce qu'ils font du sport ou pas, et adapter tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, et c'est pour ça que je vous disais que le truc numéro 1 quand vous avez ces pathologies, c'est d'abord de bien vous encadrer, trouver un médecin avec lequel vous êtes à l'aise, qui va vous accompagner là-dedans et qui est prêt à dépenser un peu de temps, parce que ça demande du temps des deux côtés, hein. Vous, va falloir que vous preniez des notes sur tout ce que vous mangez, sur tout ce que vous faites, et lui, va falloir qu'il prenne le temps de bien vous expliquer et d'être sérieux sur le suivi, quoi. Donc ouais, c'est compliqué, hein. Toilette dans la salle de bain, mon meilleur ami, tu te laves direct, c'est génial. Ouais, ça, j'avais la même quand j'étais étudiant.
Et du coup, ouais, c'est pratique. Sur les symptômes, ça peut parfois, si tu as de la chance, mais on soigne pas la cause à part quelques trucs innovants. Ouais, exactement. Et en gros, alors justement, ils en parlent un petit peu aussi dans un des reportages que j'ai repéré, de la greffe de flore intestinale. Alors oui, ça peut être très très efficace. Vraiment, ça peut être vraiment un remède miracle pour beaucoup de personnes. Si jamais c'est juste un problème, enfin juste, à prendre avec des gros guillemets, hein. Mais si c'est un problème de flore intestinale qu'il faut rééquilibrer et du coup faire une greffe, comme ça permet d'apporter une nouvelle flore intestinale qui est parfaitement saine. Et si c'était que ça le dernier problème qui restait, c'est miraculeux, véritablement. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui avait juste une flore bactérienne qui n'arrivait pas à se réparer par soi-même, tu fais une greffe, il a plus de problème, et c'est fini, quoi. C'est assez fou. Mais ça veut dire qu'il faut aussi faire attention à pas retomber dans la pathologie. Ça veut dire continuer à faire du sport. Ça veut dire continuer à avoir un régime alimentaire qui alimente cette flore bactérienne d'une bonne manière. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Pareil, éviter l'alcool, faire de l'activité physique, faire des activités qui diminuent le stress, mais aussi manger des fibres et alimenter vos intestins avec pas beaucoup de sucre, éviter aussi tout ce qui est pain, etc. Bref, il y a énormément de choses à prendre en compte, quoi. Tac. L'alcool, t'es cool. Pas vraiment. La bière non filtrée, très bon pour moi. En buvant le dépôt, je peux manger ce que je veux. Bah ouais, justement, en fait, s'il y a... Mais c'est pareil, encore une fois... C'est intéressant de discuter avec d'autres personnes qui ont cette pathologie parce que chacun a ses différentes solutions, a ses différents trucs très, très personnels, mais ça fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Donc oui, c'est à tester. En effet, la bière, justement, quand elle n'est pas trop alcoolisée et quand il y a beaucoup de dépôts, c'est qu'en fait, tu as une vie bactérienne dedans qui est intéressante et qui peut être très très cool pour vos intestins. Donc potentiellement, c'est un truc à essayer, quoi. L'alcool, si on le découvrait maintenant, ce serait juste illégal vu la dangerosité. Tout à fait. Mais c'est tout à fait vrai. Et vu la quantité de personnes qui meurent chaque année à cause de l'alcool, bon, ouais, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire quelque chose. En tout cas, au moins beaucoup plus de prévention que ce qu'on fait maintenant, et arrêter de le glorifier dans nos sociétés, ce serait pas mal, au moins. Et la greffe de système digestif. Tu veux dire greffer des intestins complets? C'est pas possible, ça. Ça se fait pas, ça. Si? J'ai jamais vu ça. Je sais qu'on peut greffer de la matière fécale, mais greffer des systèmes digestifs complets, ça m'étonnerait que ce soit possible parce que c'est une des raisons pour lesquelles le cancer colorectal est l'un des plus mortels. C'est que du coup, quand ça touche les intestins, etc., on n'est pas capable de faire des greffes comme ça, il me semble. Il me semble. À vérifier. Pour ce truc-là, j'ai pas envie de vous dire de la merde, donc je suis pas totalement sûr. En plus, il me semble que les greffes de la flore intestinale, c'est assez facile. Une pilule de caca à manger. Ouais, exactement. C'est vraiment... en fait, ce qu'ils font, c'est con à dire, hein, mais tu sais, ils vont récupérer en fait des selles de personnes qui sont saines, où ils vont analyser leur flore bactérienne, etc. Et en considérant que c'est une flore bactérienne qui est extrêmement saine, ils vont voir si les patients ont eu des antécédents avec des pathologies intestinales ou pas. Genre par exemple, moi jamais je pourrais en donner parce que j'ai eu des antécédents avec, ou toute personne qui a avec cette pathologie pourrait jamais en donner. Mais voilà, toutes les personnes saines sans ce genre de pathologie, ils vont récupérer leurs selles, les déshydrater, etc. Et juste après, avec des grosses capsules qui vous font avaler, ça va aller coloniser vos intestins à vous, quoi. Et franchement, c'est extrêmement efficace. Forcément, encore une fois, il y a tout ce sujet très social de est-ce que c'est acceptable ou pas de manger des pilules de caca. Alors oui, forcément, c'est ragoûtant, mais quand t'as ce genre de pathologie, tu t'en bats les couilles. Très sincèrement, c'est vraiment... T'es en mode... Mon gars, si tu me dis que boire de la pisdane, ça va me soigner, je vais aller boire de la pisdane. Et directement au producteur, je m'en bats les couilles. Ça fait si mal, c'est si compliqué de vivre avec ça que les gens sont désespérés. Quand je vous dis que ça touche à la qualité de vie, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Mais ouais, non, la greffe de système digestif, non, je crois pas que ce soit possible. Les intestins, tu finis avec une stomie, on te greffe pas un nouveau morceau. Ouais, non, c'est ça. Hein. Ouais. Pour en avoir découpé, vu le bordel de ganglions et de vaisseaux sanguins, ça me paraît hyper complexe. À Dubaï, il y en a qui sont payés pour en manger. Oui, c'est vrai. Si demain on te dit mange ce caca, ça ira mieux, moi je bouffe direct. Hein. Voilà. Hein. Moi, franchement. Alors, très sincèrement, moi je suis très heureux parce que justement les symptômes disparaissent vraiment de plus en plus. Hein. J'en ai quasiment plus et je suis très heureux. Et c'est aussi
quelque chose qui est un message que je pense qui est très important à transmettre, c'est de dire que véritablement, ça se fait. Moi, je l'ai fait, et il y a d'autres personnes que je connais qui l'ont fait aussi. Et voilà, donc c'est pareil, hein, Frifbu qui en parlait, il a perdu beaucoup de poids, il s'est mis au sport et tout, et voilà, ça vous permet d'éviter beaucoup de symptômes. Et encore une fois, toutes les pathologies ne sont pas les mêmes, donc les solutions ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais il y a une direction générale qui est très importante, qui est diminuer le stress et trouver le régime alimentaire qui fonctionne. Voilà. Mhm. Après, tu n'auras pas le goût ni l'impression d'en manger. Oui, bah oui, voilà. Dommage. Bref. Allez, gens, ça fait 45 minutes. On part, j'ai même pas dû. 3 lignes. Trop bien, incroyable, j'adore. Oui, mais Maybe, à quel prix tes symptômes ont disparu? Voilà les sacrifices. Bah, en fait, le truc, c'est que... comment dire? Personnellement, avec ces symptômes, je sacrifiais ma vie, en fait, de manière générale. Je sortais pas. Je faisais d'autres choses, bien sûr, mais en fait, je pouvais pas... Rien que, tu vois, par exemple, il y a un truc que je suis en train de faire maintenant, c'est que je m'entraîne pour aller faire un semi-marathon. Et jamais de la vie, je me serais entraîné pour faire un semi-marathon par peur de me chier dessus en plein milieu. C'est con, hein. C'est vraiment très con. Mais là, je suis trop heureux de faire ça. Et franchement, ça fait du bien. Et en fait, quand tu te mets à faire du sport véritablement de manière très importante, après, bah, tu te mets à kiffer ça aussi. Donc c'est aussi un truc qui est cool. C'est que, bah, au bout d'un moment, pas au point que ça devienne une addiction, mais vraiment, le sport, ça fait du bien, quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est du temps. C'est vraiment du temps, quoi. Tu sais, je peux me dévouer. J'ai besoin de thunes, tu sais. What the fuck? Je suis étudiant et pas un riche. Après, ça doit être les hobbies de certains. Oui, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, c'est... Donc ouais, franchement, c'est beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Mais en fait, vu que tu étais déjà en train de sacrifier une grosse partie de ta vie parce que tu te permets pas de sortir, tu te permets pas de faire beaucoup de choses, tu te bouffes la vie avec beaucoup de stress, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de fatigue, en fait, c'est... Au bout d'un moment, tu choisis le sacrifice parmi les deux. C'est soit tu décides de vivre avec cette pathologie, soit bah, en fait, tu fournis vraiment, vraiment beaucoup d'efforts, parce que c'est vraiment dur, et tu essayes de trouver la solution, quoi. Et c'est pas dit que tu la trouveras, hein, et à quelle vitesse tu vas la trouver, hein, mais en tout cas, ça va améliorer les symptômes. Le fait de faire du sport, le fait de faire attention à ce qu'on mange et trouver un régime alimentaire qui est plus adapté, ça aide. Faites du sport, le remède international. C'est fou, hein. C'est bon pour tout, hein. C'est assez impressionnant. Jusqu'à un certain point, bien sûr, il n'y a pas besoin de devenir un athlète de haut niveau du tout, mais ouais, 3 séances de sport par semaine, ouais, ça devrait être remboursé par la Sécu. Très sincèrement, hein. Si tout le monde faisait ça, on éviterait énormément de pathologies. Ça permet d'aider contre des pathologies qui sont liées justement au surpoids, ça permet d'aider à des pathologies qui sont liées au stress, ça permet d'aider aussi contre des cancers. Faire du sport, c'est un des trucs qui va stimuler le plus justement votre système immunitaire pour qu'il s'attaque à vos cellules cancéreuses. Donc franchement, hein, faire du sport, c'est con à dire, hein, mais c'est... Si on devait chercher une panacée, elle est là-dedans, hein. Elle est dans ces trucs-là. Même si... Panacée veut dire le médicament qui soigne tout, et c'est pas un médicament qui soigne tout, mais c'est le comportement qui vous permettra d'éviter un maximum de pathologies, quoi. Et en vrai, c'est très médecine chinoise à l'ancienne, hein. Dans les médecines chinoises traditionnelles, votre médecin, son rôle, c'était justement d'éviter que vous tombiez malade, pas de vous soigner une fois que vous êtes malade. Nous, nos médecines occidentales, justement, elles sont plutôt liées au fait de nous soigner une fois qu'on est malade, et on met pas assez de moyens dans tout ce qui est prévention, dans tout ce qui est médecine préventive, donc c'est-à-dire nous forcer à bien dormir, bien manger, nous donner les moyens aussi de bien dormir, bien manger, et de faire du sport, et c'est vraiment important, quoi. Et... Tac, tac, tac. Oui, je vais à Paris l'année prochaine, je sais même pas comment je vais bouffer. Aïe, aïe, aïe. Tu vas à Paris l'année prochaine? Tu vas... Ah bah oui, pour ton magistère. Mais oui. Et oui, oui, tout à fait. 112 triangles. Mais tu seras à Orsay, non? Paris-Saclay? Frifbu, si tu vas au magistère de génétique, non? Je crois, hein. Si c'est là-bas, c'est mieux. Dans ce coin-là, t'es plus remote de Paris, et c'est plus facile de se trouver ce qu'il faut, quoi. Non, Paris-Cité. Ah. Plus dur. Plus dur. Ça va le faire. On va trouver des solutions. Mange du riz, il n'y a pas de cadmium dessus. Oui.
J'aime bien comment ça parle de sport alors que je viens de bouffer comme un porc. Petit parmentier de canard maison. Oh là là. Oh, ça fait envie, ça. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Le canard, c'est ma viande préférée, mon perso. Voilà, ça coûte cher et j'évite d'en manger, mais putain, un parmentier de canard, ça fait si envie. Ah là là. Ça fait partie du sport, la récup. Ouais, exactement. Le sandwich à 8 pages, je l'ai senti passer là. Aïe. Il y a largement assez de choix sur Paris en vrai. Bah ouais, mais après c'est le prix quoi. Bref, où est-ce que j'en étais? J'ai à peine commencé. Bref. On était à la qualité de vie des personnes justement. Du coup, la maladie n'est pas rare puisqu'elle affecte au moins 5% de la population française. 5% une personne sur 20, donc c'est vraiment... voilà, et on est déjà pas mal dans le chat quoi. Et l'ennui, c'est qu'il n'existe pas encore de traitement spécifique pour en guérir. Son origine reste aujourd'hui mal comprise. Ça, c'était écrit en 2021, c'est toujours le cas. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite, c'est toujours le cas. Il est cependant bien établi que le syndrome est associé à des troubles de la motricité des intestins, qui conduisent à l'accélération ou au ralentissement du transit, ainsi qu'à une sensibilité intestinale accrue. Les patients ressentent un inconfort et des douleurs en réponse à des stimulations locales qui sont souvent à peine perçues chez des personnes non affectées. Une augmentation de la perméabilité intestinale existerait chez une partie des malades en permettant à des molécules pro-inflammatoires présentes dans le tube digestif de pénétrer dans l'organisme. Elle participerait à la création d'une réaction inflammatoire diffuse, elle-même à l'origine de l'hypersensibilité intestinale. En gros, ce que ça veut dire, c'est que cette pathologie est aussi liée à un dysfonctionnement de votre barrière de vos intestins. C'est-à-dire que normalement, vos intestins, ils vous permettent justement d'absorber des choses depuis l'intérieur du tube digestif jusqu'à l'intérieur de votre corps, en gros. Et ça vous permet comme ça d'absorber les nutriments qui sont en train d'être digérés justement par les différentes bactéries que vous abritez. Et le truc, c'est qu'avec cette pathologie, justement, il y a des endroits dans votre intestin qui deviennent perméables dans les deux sens, alors qu'ils ne devraient pas. Et ça fait qu'il y a certaines, justement, molécules qui vont passer de l'intérieur de votre organisme à vos intestins. Et ça a des implications inflammatoires, et ça vient créer des problèmes supplémentaires. Voilà. Je sens qu'on va encore pas finir, hein, c'est sûr. C'est certain. On est largement surreprésenté dans le chat, j'en déduis qui met les sciences provoque le S2I. Perso, je digère tout. Intestin de Doberman. Putain, la chance. Trop bien pour toi, ça fait plaisir. Mais alors, sachez une chose, c'est que vu que c'est très très lié au stress, le syndrome de l'intestin irritable est un syndrome qui n'est pas une fatalité. C'est pas un truc où vous dites, en gros, toute ma vie, j'aurai le syndrome de l'intestin irritable. Non, ce que ça veut dire, c'est que vous avez quelque chose qui est en train de s'installer, c'est une pathologie qui s'installe et qui est difficile, une fois qu'elle est installée, à se débarrasser, mais on peut s'en débarrasser. Et il y a un lien très fort entre stress et syndrome de l'intestin irritable. Et donc, si vous êtes étudiant, le stress quand vous êtes étudiant est très important, notamment voilà, dans les études récentes qui sont sorties sur les étudiants et sur le stress qu'ils ressentent, etc. C'est assez impressionnant justement la quantité de stress qu'on a maintenant. Et c'est compréhensible quand on voit le monde dans lequel on vit, quand on voit le stress qu'il y a derrière justement le choix d'une voie, d'une carrière, etc., ou d'une science à étudier, c'est extrêmement complexe. Et en plus, les cours eux-mêmes sont stressants. Je me souviens, même moi à mon époque, bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y avait moins de stress qui était lié au monde de manière générale qui nous entoure, et rien que les cours étaient extrêmement stressants et aggravaient ma pathologie que j'avais déjà à ce moment-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, quand on est justement avec des personnes qui font des études qui sont compliquées, etc., qui créent beaucoup de stress, c'est normal aussi d'avoir une plus grande importance de personnes qui ont le S2I, quoi. Je ressens pas le stress, donc je peux pas trop dire honnêtement. Écoute, en vrai, c'est peut-être... Il y a autre chose, hein. Notamment il y a des stress qui sont liés à des événements importants dans la jeunesse qui peuvent être responsables justement de S2I. On va le voir juste après dans le reportage si on a le temps. Faut sortir avec des amis, faire du sport pour éviter le stress. Ça m'a permis d'éviter une dépression que j'aurais certainement eue et le S2I. Ouais, bah justement, hein, surtout en période d'examen. Prendre le temps un week-end. Ouais, mais ça c'est fou, hein, mais c'est... Prendre soin de soi, c'est aussi avoir une vie sociale importante, c'est aussi prendre le temps de sortir, de faire de l'exercice, de se faire plaisir, quoi, de manière générale. Mais bon, c'est parfois... En fait, c'est plus simple quand on est dans un monde qui est plus simple aussi, lui. Hein. C'est-à-dire que
forcément, il y a beaucoup de personnes qui se sentent très stressées par ce qui se passe de manière générale, et ça vient se rajouter à ça, et ça peut être toujours compliqué, quoi. Toujours aller au bar la veille d'examen. Ouais, mais pas trop boire, hein. Bref. Mais comment expliquer ces phénomènes? Une piste sérieuse est celle des protéases, des enzymes dont la principale fonction est de digérer les protéines. L'activité de certaines d'entre elles s'avère anormalement élevée dans le côlon des patients. Elle contribue vraisemblablement à augmenter la perméabilité de la paroi intestinale et conduirait en outre à l'excitation de neurones du système digestif. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation de ces protéases, qui sont des trucs qui justement détruisent les protéines, chez les personnes qui ont le S2I. Mais encore une fois, c'est juste une corrélation. Tout ce qu'on va voir là jusque-là, il n'y a aucun lien de causalité qui ont été démontrés. La différence entre les deux est très importante, hein. Corrélation veut juste dire qu'on trouve ces deux événements au même moment. Ça veut dire qu'on voit une personne qui a la pathologie et on voit trop de protéases. Voilà. Quant à avoir un lien de causalité entre les deux, on ne fait que avoir des hypothèses. On dit, bah ouais, les protéases, si ça se trouve, vu leur action, eh ben c'est peut-être elles qui sont responsables d'augmenter la perméabilité. Pourquoi? Parce que bah, c'est les trucs qui viennent détruire des protéines, et peut-être qu'elles viennent détruire des protéines qui sont à la surface de vos intestins, des cellules de votre intestin, et que donc du coup, bah, ça vient en détruire certaines, augmenter la mort des cellules au niveau de votre intestin, et permettre à d'autres trucs de passer. Voilà, en gros, c'est ça l'hypothèse. Mais techniquement, on n'a aucun lien de causalité qui est démontré. Donc c'est important aussi à dire, c'est une jolie voie intéressante à aller étudier, mais pour l'instant, la causalité, on ne l'a pas. Autre piste, celle du microbiote, l'ensemble des micro-organismes qui peuplent nos intestins et participent notamment à leur bon fonctionnement. Un déséquilibre dans la composition de cette flore intestinale, potentiellement à l'origine de troubles de la digestion, de modifications de la perméabilité intestinale et de réactions inflammatoires, est en effet observé chez de nombreuses personnes qui souffrent d'un S2I. Et justement, ça c'est pareil. Le microbiote intestinal, ça fait déjà plusieurs cafés des sciences, donc on en parle, et le truc c'est qu'on a vu des liens de l'intestin, en tout cas du microbiote intestinal vers le cerveau, et du cerveau vers le microbiote intestinal. C'est une boucle, c'est un ouroboros, on ne sait pas, c'est ce serpent qui se mord la queue, et la question de causalité, elle est compliquée. On sait que quand on remplace le microbiote d'une personne qui va pas bien avec un bon microbiote, ça aide à guérir la personne. Mais le truc, c'est que on sait que justement, vu que c'est un ouroboros, que les deux s'impactent l'un l'autre, voilà, on sait pas d'où ça a commencé. Est-ce que c'est un truc qui, à la base, vient du cerveau qui envoie un signal qui va détruire du microbiote et installer un truc qui va ensuite encore plus détruire le signal cérébral etc., etc., etc. Ou est-ce que ça commence justement dans les intestins et ensuite ça va vers le cerveau? On n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien du tout. Mais voilà, on sait que les deux sont impliqués, ils sont très importants. Et on sait qu'on est capable justement de réparer certains symptômes en donnant un meilleur microbiote intestinal. Donc, c'est déjà cool, mais encore une fois, pas de causalité. On est en train de dire que notre système digestif se digère tout seul. C'est pas exactement ça, mais en gros, c'est que notre système digestif est... comment dire? En vrai, c'est un peu comme si nous, on était la Terre, et que notre microbiote intestinal, c'est la flore, en fait. C'est tous les arbres, etc., qui cohabitent sur la Terre. Et le truc, c'est que quand justement tout ça, ça va pas bien, ça envoie des signaux, etc., qui détruisent d'autres espèces les unes à côté des autres, que quand il y a un déséquilibre, t'as certaines espèces qui vont prendre le pas l'une sur l'autre. On voit ça dans tous les écosystèmes, de manière générale. Quand, par exemple, tu supprimes les loups, il y a trop de sangliers. Voilà. Par exemple, nous, c'est ce qui se passe aussi dans nos intestins. C'est-à-dire que quand on mange pas bien, qu'on mange trop de sucre et qu'on favorise trop une espèce par rapport à une autre, ou qu'on a des antibiotiques qui viennent détruire principalement certaines espèces bactériennes qui sont non résistantes et qu'on en avait besoin, après, du coup, toutes les autres, elles viennent coloniser tout ça et ça nous crée des gros problèmes, quoi. En gros, un ouroboros de caca. C'est l'idée. L'excès de Doliprane pourrait aussi être une cause s'il affecte le microbiote intestinal. J'avoue que le lien entre le Doliprane et le microbiote, je l'ai pas. J'ai pas vu de truc dessus. Ça se trouve, je sais que le Doliprane, il y a des grosses implications, que c'est vraiment un truc qui a des impacts assez importants, notamment sur le foie. Mais je savais pas que ça en avait sur l'intestin. En vrai, je vais regarder. Attends. Hop.
Doliprane, flore intestinale. Est-ce que je peux trouver un truc rapidement? Que ça peut être intéressant du coup. Perturbation du microbiote intestinal par les médicaments. De manière générale, pas le Doliprane, mais par les médicaments. Hey! De nombreux médicaments peuvent perturber le microbiote intestinal et entraîner de ce fait des effets indésirables. Une prescription plus raisonnée et une prévention de la dysbiose par la prise de prébiotiques ou de probiotiques font partie des pistes envisageables pour limiter ce phénomène. Est-ce qu'il y a Doliprane ou pas? On va chercher, hein. Hop. Oula. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas Doliprane. Il n'y a pas là-dedans. Mais en tout cas, oui, les médicaments de manière générale ont des impacts sur la flore intestinale qui sont... Mais oui, mais pour le Doliprane, en fait, c'est le Doliprane en particulier, je ne savais pas s'il y avait un lien, etc. À explorer. Mais en tout cas, oui, les médicaments de manière générale, il y en a. Tac. Oui, ok. Du coup, l'exploration de ces pistes pourrait conduire, on l'espère, à la mise au point de traitements spécifiques contre le S2I. Antiprotéases, pré- ou probiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale. Mais pour l'heure, la prise en charge de la maladie repose uniquement sur des solutions qui visent à diminuer la douleur et l'inconfort. Et ça, c'est toujours vrai maintenant. C'est-à-dire que les traitements qu'on a maintenant, ce sont des traitements qu'on appelle symptomatiques. T'as mal là, on va te donner un truc pour le fait que t'as mal. Voilà. T'as des diarrhées, on te donne des antidiarrhéiques, mais qui sont des antispasmodiques, etc. Et qui, voilà, c'est des choses qui permettent d'éviter que tes intestins évacuent trop ce que t'as à l'intérieur. Et ça peut être efficace en fonction des personnes, en fonction de la génétique des personnes aussi. Il y a certains traitements qui sont plus ou moins efficaces en fonction de ta génétique. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Et pour l'instant, c'est juste symptomatique. On traite les trucs qu'on voit apparaître, mais on ne sait pas traiter la pathologie parce que, encore une fois, est-ce que c'est une pathologie, des pathologies? On ne sait pas. Car si on en prend, il peut viser les bactéries de notre microbiote. Le Doliprane. Doliprane, je voulais dire les antibiotiques en général. Oui. Bah, les antibiotiques, ça, oui, c'est sûr et certain, parce que c'est leur rôle, hein, c'est de détruire justement des bactéries. Et sauf que ça, la plupart du temps, quand on est prescrit justement avec des antibiotiques, c'est ce qu'on appelle des antibiotiques à large spectre. Parce que c'est rare, en fait, que les médecins fassent une identification justement des bactéries qui sont responsables de notre pathologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent, on donne un antibactérien ou un antibiotique qui est justement ce qu'on appelle à large spectre, c'est-à-dire qu'il va cibler tout de manière générale, et on balance ça à l'intérieur, c'est comme une bombe nucléaire pour la flore qui est à l'intérieur de notre intestin, ça va tout tuer, quoi. Bref. Mais au moins, t'as tué le pathogène, hein, bon, la plupart du temps, sauf s'il est résistant, etc. Mais ouais, c'est... tac, le trimébutine, j'en ai bouffé, c'était incroyablement efficace. Hey. Stock de smecta et de débrida à la maison. Ah mais ça c'est... Ouais. Pareil, hein, toujours, hein, c'est... Toujours, j'en ai de ce truc-là. Je viens de capter que j'ai fait 1 an et que j'ai rien pris pour le S2I. J'ai arrêté en mai de l'année dernière. Félicitations, bravo. Bravo pour ton taf. Parce que c'est surtout ça, hein, et c'est beaucoup de taf personnel, hein, de réussir à se débarrasser d'une pathologie comme ça, donc bravo Fribu. Et ça fait plaisir, parce que c'est vraiment une pathologie horrible à avoir, quoi. Je viens de terminer un traitement pour Helicobacter pylori. Je peux vous dire que c'est plus comme avant aux toilettes. Ouais, tu m'étonnes. Salut. Mais ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué et ça va prendre un peu de temps. Mais ouais, justement, si jamais tu veux te reconstruire une flore bactérienne, c'est intéressant de prendre justement des probiotiques. Bien sûr, conseil avec ton médecin et tout ça. Mais ouais, les probiotiques, c'est très intéressant. Bouffer beaucoup de fibres, éviter les sucres, faire du sport aussi. Donc ouais, non, ça va prendre du temps, hein. Et pendant un certain temps, justement, aux toilettes, ça va être un peu plus compliqué. Mais ouais, justement, si tu réagis bien, si tu prends des probiotiques, etc., normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, il ne devrait pas y avoir d'installation d'une pathologie comme celle-ci. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais, c'est les antibiotiques, hein, c'est toujours une catastrophe. Hein. C'est pour ça, hein, ces vieilles pubs qu'on avait, moi, elles m'énervaient, putain. Franchement, très sincèrement, elles m'énervaient. Et peut-être pas pour la raison que vous pensez, mais quand on avait ces pubs qui disaient « Ah, les antibiotiques, c'est pas automatique ». Explique, connard. Pardon, excusez-moi. Explique pourquoi c'est pas automatique. Prends du temps. Je sais que c'est juste des pubs qui passent comme ça, mais les pubs, elles prenaient bien 30 secondes. En 30 secondes, tu peux dire des trucs très basiques. Les antibiotiques, ça peut vous donner d'autres pathologies, par exemple.
Venez, on le prend que quand c'est nécessaire. Vous essayez de l'expliquer d'une manière qui fasse pas flipper les gens, mais... J'ai jamais entendu ça, MDR. Ah ouais, putain, peut-être t'es trop jeune. Oh putain, ça y est, je me rends compte à quel point je suis vieux. Et moi, quand j'étais jeune, on avait ces pubs-là qui étaient partout parce que on avait un gros problème en France qui était, enfin pas que en France, hein, mais dans l'Europe de manière générale, que en fait, on avait trop de résistance qui se développait chez les patients parce que à chaque fois, dès qu'il y avait quelque chose, on prescrivait des antibiotiques. Et aussi, il y avait beaucoup de personnes qui demandaient même à leurs médecins qu'on leur prescrive des antibiotiques. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. En fait, ils sont devenus populaires à un moment donné, comme la France et l'Allemagne sont les pays originaires enfin, qui ont créé les antibiotiques, etc. Du coup, tu te retrouves avec une idée comme quoi c'est une panacée, etc. Ça a permis de sauver plein de personnes. Mais le truc, c'est que c'est une idée qui est restée, qui est pas vraie, et ça permet de créer énormément de résistance. Ce qui fait que on était en train justement de développer à vitesse grand V des résistances en Europe, et ils ont commencé à avoir des campagnes de pub, etc. quoi. Prenez des antibiotiques et tombez malade autrement. Le discours complotiste qui va exploser. Putain, ouais, c'est... Ah oui, ça j'en ai entendu parler, mais dans le cadre de mes études, pas trop en dehors, je crois. Mais ouais, mais justement, quand j'étais jeune, moi, on avait ces pubs qui étaient partout, mais maintenant que je suis scientifique et que je fais ce genre de truc, je suis en mode, mais putain, mais expliquez aux gens. C'est pareil. Ça, il y a un truc, il faut que je fasse un café des sciences sur les épidémies. Au bout d'un moment, il faut... Enfin, moi, ça m'énerve quand on parle justement de... Mince. Là, il y a eu un virus dans un bateau, là, il y a pas longtemps, je sais plus comment il s'appelle, bref. On s'en fout, c'est même pas le sujet, en vrai. Le sujet, c'est... Tout le monde est en train de paniquer en disant « Oh mon Dieu, ça va être un nouveau Covid !» Mais en fait, si on avait expliqué aux gens, plutôt que de leur dire « Non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer », le hantavirus. Oui, c'est bien celui-ci. Mais du coup, si on expliquait aux gens c'est quoi une épidémie, comment ça se passe, combien de cas il faut, etc., quels paramètres regarder, juste donner des trucs qui sont assez basiques en vrai. Hein. On comprend très très vite qu'il n'y a pas de problème, que vraiment le hantavirus, bah voilà, c'est triste. Il y a des gens qui sont en train de... Enfin, il y a quelques personnes qui sont décédées, et là la situation a l'air d'être sous contrôle, etc. Mais vraiment, il n'y a aucune raison de péter un câble et de s'énerver, d'avoir peur contre tout ça, mais vraiment de très 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 loin. Hein. Mais bon, comme on dit pas ça aux gens, on dit juste « Ah non, vous inquiétez pas, les spécialistes disent que tout va bien. » Oui, mais en fait, si tu dis juste aux gens, surtout maintenant, après le Covid et tout, où ça a été une catastrophe, la communication qui est autour, si tu dis juste aux gens « Vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre, on nous avait dit la même », les gens, ils vont pas vous croire. Les gens vont pas vous croire. Expliquez les choses, dites exactement. Ramenez des scientifiques spécialistes avec des vulgarisateurs qui disent « Ok, voici les différents paramètres. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces paramètres? Est-ce que c'est une épidémie, une pandémie? Est-ce qu'il y a des risques ou pas ?» Voilà, point final. Faites ça, ça va très bien se passer. En vrai, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter de dire « Ah, mon Dieu, il faut leur dire que tout va bien se passer. » Non, explique-leur, vraiment, un petit peu en détail. T'inquiète, les gens, ils vont comprendre. Bref. Tac tac. Quand t'entends les grands-parents qui te sortent, hein, le médecin veut pas me donner d'antibio pour mon rhume, bah ouais, exactement. Mais c'est parce que justement, nos grands-parents avaient ce truc, ils sont de cette génération où les antibiotiques étaient miraculeux, ils ont sauvé beaucoup de personnes avec et tout le monde en voulait, quoi. Non, je suis deg, désolé, je vais devoir vous quitter, il faudra que je regarde la rediff, pas de soucis. Écoute, merci beaucoup d'être passé, Von Cypher, ça fait trop plaisir, et merci pour tes questions, et puis ouais, à bientôt, t'inquiète, il y aura la rediff, et je le mettrai sur YouTube aussi après. Tac, tac, tac. Bonne semaine. Les grands esprits se rencontrent, oui, tout à fait. La pandémie a duré le temps d'un snap. Mais oui, mais c'est ça, mais franchement, c'est fatigant. On ne nous dit pas tout. J'ai la ref. On a créé une synapse centrale neuronale. À l'ère de TikTok, t'as pas le temps d'expliquer. Bah, en fait, si, en vrai, parce que il y a, comment dire, justement, à l'ère de TikTok, je pense que t'as moyen de faire des contenus de moins de 30 secondes qui expliquent des trucs basiques. Tu vois, vraiment. Notamment, il y a un vulgarisateur que je suis, que j'aime bien, qui fait un peu le caveman, tu vois, et qui utilise juste quelques mots, et qui dit « ça, bien, ça, pas bien ». Voilà. Tu peux y aller comme ça, si tu veux, en quelques mots, expliquer quelque chose d'assez complexe, en vrai, même si ça l'est pas vraiment.
Et je pense que c'est beaucoup plus efficace, quoi. Parce que juste dire aux gens, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, et que c'est les mêmes personnes qui avaient dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer pendant le Covid, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. En vrai, il y en a beaucoup maintenant des vulgarisations scientifiques, mais j'en connais pas trop en français. Bah ouais, bah justement, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Parce que, putain, en France, pourquoi ils veulent pas les gens? Je sais pas. Bref. Mais littéralement, la tendance speedrunning shorts, ouais. Ouais. Dr. House qui préparait son comeback. Ouais, mais là, putain. Lui, faudrait lui foutre des baffes. Hein. Il faut faire des TikTok, même si... Ouais, je sais. je sais. Je sais, je dois m'y mettre, mais putain, ça prend du temps, cette merde. En vrai, j'aime bien, c'est cool à faire, mais... Non. Le temps que ça demande à chaque fois, quoi. En vrai, je pense qu'il faut que je commence à en faire sans me prendre la tête et arrêter de faire du montage et juste expliquer les choses, et puis voilà, quoi. Bref, on verra. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Maybe qui avait eu peur de la vidéo de Raoul que je lui ai envoyée. Ah ouais, j'ai eu très très peur. Au début, j'ai cru que c'était premier degré. Hein. Une heureuse qui m'avait envoyé une vidéo où je vois la tête de Raoul et j'étais en mode putain, il va se ramener encore sur l'antivirus, le connard. Et en fait, non, c'était de l'IA qui se foutait de sa gueule, etc. Mais j'ai eu très très peur. Ouais, on se rend pas compte derrière le travail qu'il y a derrière 30 secondes de TikTok. Ouais, de fou, hein. Vraiment. C'est le montage et tout, parce qu'en fait, t'as tout ce truc de... Comment dire? Pour moi, sur Twitch, notamment maintenant, parce que ça fait plus d'1 an que je fais ça, c'est plutôt naturel. Et j'ai l'habitude, je commence à avoir l'habitude de cet exercice. Et c'est comme tout nouvel exercice que tu fais, hein, c'est au début, quand j'ai commencé, je finissais un stream, j'étais lessivé, épuisé, j'en pouvais plus, c'était une catastrophe, et j'avais du mal, etc. Et au fur et à mesure, tu t'améliores, et voilà. C'est pas encore parfait du tout, mais voilà, on s'améliore petit à petit, ça devient de plus en plus facile, etc. Et pour les TikTok, c'est la même chose, quoi. J'en ai fait quelques-uns où j'ai fait du montage, mais le truc, c'est que... Bah, je crois que j'en ai fait 2. Ouais, c'est ça, j'en ai fait 2. Et chacun m'a pris plus de 3 heures à faire, quoi. Et c'était pour une petite vidéo, toute simple, avec vraiment pas grand-chose, quoi. Qui était pas de la qualité que je voulais, mais bon, tu le postes quand même, parce que t'es en mode... Allez, faut poster, c'est ça le truc principal. Et voilà. Hein. Mais bon, après, c'est peut-être aussi parce que je me prends trop la tête. Ça, c'est possible. Malheureusement, on n'aura pas de musique de Renault sur l'antivirus. Après, rien ne t'empêche de l'imaginer, Virus. Hein. Moi, je suis chaud que tu nous fasses une musique de Renault, sans IA, bien sûr. Attends. Ta voix et ta guitare. Du coup, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui se passait? Oui, prébiotiques, tout ça pour équilibrer la flore intestinale, très important, si jamais, notamment si vous avez des traitements antibiotiques. Ça, c'est pareil. Oh, putain, je vais encore faire une... Bref. Quand vous avez des médecins qui vous prescrivent des antibiotiques, pourquoi ils prescrivent pas aussi les probiotiques pour aller après? Enfin, c'est pas en même temps, bien sûr, parce que t'as pas envie que les gens prennent les deux en même temps, parce que c'est un peu contre-productif, mais... Bordel de merde, une fois que tu as détruit la flore intestinale de quelqu'un, donne-lui ce qu'il faut pour... Enfin, accompagne-le dans le fait de reconstruire sa flore intestinale, c'est super important. On sait maintenant que c'est des liens avec énormément de pathologies différentes. C'est... Je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment incompréhensible. Mais bon. Après... Les médecins sont pas autant à la pointe de la recherche, etc. sur beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas le temps de continuer à faire leur recherche parce que bah, on a un manque de médecins. Donc j'ai pas envie de m'attaquer à la profession parce que vraiment, les pauvres, hein, la situation dans laquelle ils sont maintenant en France notamment, c'est pas la folie. Donc c'est pas les plus à plaindre, mais quand même. Hein. Et donc ouais, ils sont surbookés, il y a pas assez de médecins, surtout dans les campagnes, etc. Donc ouais, compliqué. Parce que les patients sont déjà trop cons pour prendre les médocs jusqu'à la fin, ils vont pas prendre de choses derrière. Je vois ce que tu veux dire. Je le dirai pas comme ça. Tout mon cœur y est aussi. Mais voilà. Ça me fait penser au sketch des inconnus. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il faut pas oublier qu'ils le sont. C'est un sketch qui est extrêmement, que je trouve extrêmement cool, mais qui est en vrai, qui est cliché, mais qui est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont pas faire l'effort de se renseigner, etc., et qui vont vivre avec leur certitude de certaines choses. Voilà, donc il faut pas les prendre pour des cons, il faut leur expliquer les choses, mais il faut quand même mettre en place des systèmes pour être sûr que s'ils font des conneries, il n'y a pas de problème. On va dire c'est ça l'idée derrière, quoi. Mais oui, je suis d'accord.
C'est toute une éducation justement médicale à redonner à tout le monde, à leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut prendre ces choses, pourquoi est-ce que c'est important, etc. Je vais pas me gêner quand même. Voilà. Et si t'as pas vu les sketchs des inconnus où il dit ça, ça va beaucoup te plaire, je pense. C'est des sketchs où ils sont publicitaires, je crois. Je pense que ça va beaucoup te plaire. Côté médicaments. Des antispasmodiques permettent de réduire les contractions. Des régulateurs de transit aident à lutter contre les diarrhées et la constipation. Des antidépresseurs à visée antalgique peuvent être prescrits en cas de douleurs rebelles et sévères. Des approches telles que l'hypnose sont également utilisées pour mieux gérer les crises. Ça, justement, l'hypnose, ça fait partie de ces traitements qui sont utilisés pour tout ce qui est gestion du stress, des émotions, etc., pour limiter l'impact, justement, de nos émotions sur nos intestins. Donc c'est très très important. Bonsoir, salut Val de Cœur, comment ça va? Oh t'inquiète, pas de soucis, ça fait plaisir de te voir. De vous voir, parce que j'imagine que Biquette est là aussi. Et bah du coup, on est en train de parler du syndrome de l'intestin irritable, ça fait 1h15 et on a fait ceci, voilà, c'est tout. Sinon j'ai parlé. Ça s'arrête là. Bref. Donc oui, on a expliqué très peu de choses. Mais bon, enfin, en vrai, non, on a expliqué beaucoup de choses, mais j'ai surtout parlé plutôt que présenter des documents. Du coup, oui, l'hypnose, aussi utilisée dans le cas du syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi? Parce que justement, l'hypnose permet justement d'aider à gérer les émotions énormément. On est d'accord que normalement, il faudrait faire en sorte, que, comment dire, il n'y a pas besoin de tout ça. On est tout à fait d'accord, j'imagine, hein, là-dessus. C'est que il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses, qui ont des problèmes de stress, qui mènent à des problèmes justement intestinaux, comme le syndrome de l'intestin irritable. Et la solution, en vrai, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce stress à la base, à l'origine. C'est souvent lié au taf, voire à des conditions familiales ou économiques qui sont extrêmement stressantes, etc. Donc, le mieux, c'est de réparer ces trucs-là. Et on n'aura plus besoin de tout ça, ou en tout cas beaucoup moins. Mais pour l'instant, pour vos cas particuliers, pour le fait de se soigner soi-même, l'hypnose, c'est très efficace, ça a été démontré dans pas mal de papiers. Et on a même maintenant des gastro-entérologues et hypnothérapeutes, hein, donc des personnes vraiment en formation médicale, scientifique, etc., et hypnothérapeutes qui sont spécialisés là-dedans, parce que c'est vraiment extrêmement efficace. Tac. On va finir par y revenir la semaine d'après. C'est une possibilité. Mais en connaissance de cause, oui, tout à fait. Une amélioration peut en outre être obtenue en identifiant puis en réduisant la consommation d'aliments mal supportés, c'est ce dont je vous parlais. Il y a beaucoup d'aliments qui sont bien sûr à éviter, mais il faut les identifier. Chaque S2I, donc le syndrome de l'intestin irritable, est différent d'une personne à l'autre. Tous les aliments ne sont pas supportés de la même manière par tout le monde, et voire même la pathologie évoluant. Il y a des moments où vous pouvez supporter des choses, d'autres vous ne pouvez pas supporter, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un fouillis assez important, et c'est pour ça que je vous disais, un des conseils les plus importants, en plus d'être accompagné par un médecin, c'est de prendre des notes, très important, sur ce que vous mangez, en quelle quantité, etc. Vraiment, c'est l'un des trucs qui permet de mieux identifier les différents aliments qui vous gênent, quoi. Du coup, certains patients optent pour un régime sans gluten, car en éliminant cette protéine de leur alimentation, ils réduisent de fait leur apport en FODMAP. Et oui, il y a les FODMAP, justement, ça veut dire Fermentable Oligo Dimonosaccharide and Polyol. En gros, c'est un type de molécules particuliers qui ont été associées à cette pathologie, et notamment dans tout ce qui est gluten, il y en a énormément, mais c'est pas les seuls trucs, hein. Il y en a beaucoup, par exemple, dans les lentilles, dans ce genre de choses, dans les légumineuses. Et je vais vous montrer après, je peux vous montrer maintenant en vrai. Oui, on a un régime alimentaire qui a déjà été fait par des associations et tout, qui vous explique quels aliments vous pouvez manger, quels aliments vous ne pouvez pas manger, pour justement, si vous ne supportez pas tout ce qui est gluten. En gros, si vous savez que vous ne réagissez mal au gluten, c'est pas que le gluten, c'est tout ce qui est FODMAPs de manière générale, et donc ça veut dire qu'il faut éviter tous ces aliments, et notamment quand vous mangez des fruits, vous pouvez manger par exemple des bananes, ou vous pouvez manger des citrons, des framboises, des fruits de la passion, ce genre de choses, mais pas de pommes par exemple.
pas de mangue, pas de pastèques. Il y a marqué Melando, mais c'est des pastèques. Évitez les conserves, les boîtes de conserve de fruits, etc. Ah non, Melando. Ok, bref, je pensais que c'était watermelon mal traduit et que du coup c'était pastèque. Bref. Tout ce qui est abricot, kaki, cerise, figue, mûre, nectarine, pêche, poire, prune, tout ça, ça contient de ces molécules-là. Et du coup, c'est pour ça que quand vous supportez pas trop le gluten, vous supportez aussi mal certains de ces fruits, la plupart du temps. Et du coup, ça, sur cette colonne à gauche, c'est tout ce que vous pouvez manger dans ces différentes catégories. Donc voilà, si vous voulez aller voir en particulier ce régime-là, c'est la Société nationale française de coloproctologie qui a créé ça. Et vous avez véritablement tous les différents éléments. Bon, il n'y a pas tout, hein, c'est pas exhaustif bien sûr, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments que ça. Mais voilà, ça c'est un régime spécialisé pour les personnes qui ne supportent pas les FODMAP, et donc avec ce truc du gluten. Voilou. Tac, on revient là-dessus. Hop, c'est hyper. Englobe des édulcorants comme le sorbitol, mais surtout des sucres, notamment contenus dans les céréales, fructane, les fruits, fructose, des légumes, galactane et certains produits laitiers. Ces composés difficiles à digérer fermentent dans le côlon et contribuent aux symptômes de la maladie. Et oui, c'est pour ça en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce qu'on a des douleurs avec cette pathologie? C'est aussi parce qu'on a beaucoup de fermentations qui ne sont pas censées arriver. On absorbe mal ces nutriments, ça fermente, ça crée des gaz, ça crée de la pression, et du coup ça crée douleurs, gaz, gonflement et aussi problèmes diarrhéiques, etc. Les éliminer de l'agroalimentation peut donc soulager certains malades du S2I. Cependant, un régime sans FODMAPs n'est pas toujours efficace. Par ailleurs, il est très restrictif, difficile à suivre et doit donc être encadré par un diététicien. Ça, c'est important quand vous vous lancez dans ce genre de régime. C'est très important aussi d'en parler à un professionnel de santé, notamment un diététicien, parce que ils vont pouvoir équilibrer aussi d'autres choses. Parce que se priver de beaucoup d'aliments, c'est aussi parfois se priver de certaines vitamines qui sont nécessaires, avoir certaines carences, etc. Donc ouais. Tu veux dire que mon intestin devient un alambic? Un peu. Mais oui, c'est un peu l'idée, techniquement. Sauf qu'il n'a pas de quoi évacuer correctement les gaz. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ça devient un alambic, ça crée des produits alcoolisés, un petit peu, et ça crée des gaz énormément, et ça crée beaucoup de douleurs parce qu'ils peuvent pas s'échapper de manière correcte, quoi. Donc voilà. Mais oui, en effet, c'est un peu ça. Bref, premier article qui faisait normalement 3 minutes en 1h20. On est bien, hein, on est sur un bon score, là. Mais du coup... Deuxième article qui est important, fait en plus par l'assurance maladie, sur comment on reconnaît cette pathologie. Parce que pile dans les temps. Bref, parce que c'est important quand même de savoir, justement, comment est-ce qu'on la reconnaît, quoi. Oui, ça on connaît déjà. Comment survient un syndrome de l'intestin irritable? Qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Voilà. Les mécanismes de survenue du syndrome de l'intestin irritable sont mal connus et multiples, mais on observe diverses anomalies dans cette maladie. L'axe cerveau-intestin, très important. Le syndrome de l'intestin irritable fait partie des désordres des interactions de l'axe cerveau-intestin. Les relations neurodigestives entre cerveau et tube digestif, via le système nerveux autonome, assurent un fonctionnement de ceux deux, ils ont oublié un truc, de l'intestin coordonné et adapté à son environnement. Tout désordre dans cet axe a donc des conséquences. Un trouble de la motricité de l'intestin grêle et du côlon, les contractions de l'intestin grêle et du côlon peuvent être soit trop fortes, soit trop faibles, du coup on a soit diarrhée, soit constipation, et du coup, voilà, soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement. Anomalie de la sensibilité, voilà, donc forcément, on a aussi des problèmes d'hypersensibilité, etc., des réactions inflammatoires, et un écosystème intestinal perturbé, ou ce qu'on appelle une dysbiose, c'est que en gros, notre microbiote se retrouve déséquilibré, avec des populations qui ne devraient pas être là, qui y sont, et d'autres qui devraient être là, qui n'y sont pas. Tout l'idée, mais voilà. Et en gros, ça peut véritablement se passer sur tous ces intestins, quoi. Donc du côlon jusque tout l'intestin grêle, etc., et partout. Donc ouais, avant on pensait que c'était que le côlon. Maintenant, on sait que c'est aussi tout l'intestin grêle en plus, quoi. Donc c'est vraiment, ça peut apparaître n'importe où. Quel facteur favorise
Donc facteurs psychologiques, on a déjà parlé. Aliments ultra transformés aussi, très important. On en a parlé quand on a fait le Café des Sciences sur la malbouffe. Mais dans les aliments ultra transformés, il y a énormément de produits chimiques qui n'ont rien à foutre dans l'alimentation. Notamment tout ce qui est émulsifiant. Les émulsifiants sont des choses qui, dans les intestins, font des dégâts absolus, hein, vraiment, c'est un peu une catastrophe. Tout ce qui est émulsifiant, quand ça arrive dans vos intestins, ce qui se passe, c'est que toutes les muqueuses qui viennent accueillir justement les bactéries se retrouvent détruites par ces émulsifiants. Parce que c'est un peu leur rôle en fait. Les muqueuses, ce sont des trucs gras hein, qui sont hydrophobes, c'est-à-dire que quand il y a de la flotte qui passe dessus, la flotte glisse et ça emmène un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Et le but, c'est que ça reste accroché à vos parois et que ça permette d'accueillir justement les bactéries et de bien les conserver à l'intérieur. Quand vous avez des émulsifiants, justement, le but de l'émulsifiant, c'est de mélanger tout ce qui est huile et eau ensemble. Et le truc, c'est que si vous mélangez huile et eau ensemble, donc les trucs qui étaient hydrophobes, donc qui avaient peur de l'eau, se retrouvent mélangés avec, et donc vous détruisez totalement cette matrice qui permet d'accueillir bien confortablement vos bactéries. Et si vous détruisez la matrice autour des bactéries, vous les évacuez. Et du coup, vous avez retrouvé avec des parties intestinales à nu. Et quand elles sont à nu, ça fait de l'inflammation, ça fait des douleurs, ça fait une impossibilité aussi de bien digérer les aliments. Et donc ouais, c'est pour ça, tout ce qui est aliments ultra transformés, à éviter de fou. Mais de manière générale, hein, c'est responsable de pas mal de pathologies. Et on est tout à fait conscient justement de beaucoup de pathologies qui sont créées par ces trucs-là, et encore d'autres très certainement qu'on ne connaît pas. Mais voilà, évitez aussi tout ça si vous pouvez, encore une fois, parce que bon, le truc avec les aliments ultra transformés, c'est que souvent c'est de la calorie pas chère, et on en vient à un problème politico-économique. Si vous n'avez pas les moyens de faire autrement, et vous êtes niqué. Voilà. Bref. C'est pas ce qui est contenu dans le savon. Attends. C'est une bonne question, ça. Il y a des émulsifiants dans le savon, mais c'est pas les mêmes qui sont utilisés, si je me trompe pas. Après, ce serait pas si surprenant qu'ils utilisent les mêmes, mais bref. Tellement rentable les cordons bleus quand t'es étudiant, mais de fou, hein. Et c'est un tout con, mais je vous parlais déjà du stress des étudiants, etc., et du fait qu'il y avait beaucoup de pathologies, comme la dépression, comme l'anxiété, qui étaient plus importantes chez eux, et que donc, du coup, vous avez aussi plus de syndrome de l'intestin irritable chez les étudiants. T'as aussi l'alimentation qui est liée à ça. Et c'est important parce que forcément, quand tu as un pouvoir économique qui est plus faible, tu te retrouves à acheter des choses comme ça qui... En fait, ça devrait pas être un problème, normalement. Quand tu manges un cordon bleu, tu devrais pas dire « Ah mon Dieu, je vais avoir des problèmes d'un syndrome de l'intestin irritable à cause de ça. » Peut-être tu vas dire « Vas-y, c'est peut-être un peu trop grave, faut que je fasse un peu plus sport. » Mais normalement, ça devrait être la seule chose que tu devrais te dire. Normalement. Mais bon. Faites pas d'études, les jeunes, ça vous détruit. Regardez, j'ai perdu tous mes cheveux. Tous. Ceux qui restent, ils blanchissent. Mais oui. Non, mais les études, c'est bien. Les études, c'est cool. Mais bon. Ça fait du stress, quoi. Du coup, symptômes, ça on a vu. Comment évoluent les symptômes? Maux de tête, endométriose. Oui. Ça, oui. Très important. J'en ai plus. Je suis même pas à bac plus 2. Écoute, t'as pu à t'en soucier. Voilà. Une fois qu'il y en a plus, qu'est-ce qui peut arriver le plus? Voilà. On peut se dire ça comme ça. Truc important, et truc surtout que je voulais vous dire par rapport à cet article-là, c'est comment évolue le syndrome du côlon irritable. Dans la plupart des cas, les symptômes de colopathie fonctionnelle persistent, avec des périodes de crise et d'amélioration, voire d'accalmie. Ça, c'est un truc qui est assez important. C'est que il y a des moments où, justement, cette pathologie, elle varie énormément. Et des moments qui sont souvent d'amélioration quand vous avez moins de stress, d'accalmie quand vous avez moins de stress pendant longtemps. Notamment, ça arrive très souvent que pendant les vacances d'été, bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup moins de symptômes, et que ça se passe mieux, et que c'est plus facile à vivre pour eux, parce qu'ils ont beaucoup moins de stress. Donc voilà. Donc avoir des accalmies ne veut pas dire que la pathologie est partie. C'est surtout quand vous voyez, il faut faire le test en gros sur 6 mois, 1 an. C'est si pendant 6 mois, 1 an, vous avez quasiment plus de symptômes, c'est que vous êtes en rémission. Voilà. Mais si vous avez une période d'accalmie parce que vous êtes en période particulière avec beaucoup moins de stress, c'est peut-être juste parce que justement vous avez beaucoup moins de stress. Voilà. Des maladies sont plus fréquemment associées au syndrome de l'intestin irritable. Les maux de tête, l'endométriose,
Voilà, donc mesdames avec l'endométriose, sachez que si vous avez aussi des problèmes intestinaux, voilà, bon, vous savez pourquoi. Voilà. La fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une pathologie qui vient toucher pas mal de tissus et qui crée en fait des douleurs partout. Et alors vraiment partout, hein, c'est dans tout ce qui est tendons, peau, muscles, etc. Vous avez justement... on ne comprend pas encore extrêmement bien cette pathologie, mais on sait qu'il y a un lien très très fort avec le syndrome de l'intestin irritable. Donc en fait, la plupart des personnes qui ont une fibromyalgie, enfin pas la plupart, mais une bonne partie des personnes qui ont des fibromyalgies ont aussi un syndrome de l'intestin irritable. Donc voilà. Double peine, quoi. Un besoin fréquent d'uriner, une cystite interstitielle ou syndrome de vessie douloureuse, ou un syndrome de fatigue chronique. Ça, c'est un truc qui arrive très très souvent avec les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, c'est justement d'avoir beaucoup de fatigue. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais d'un autre côté, c'est assez compréhensible parce que justement, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup d'inflammation, une moins bonne absorption des nutriments, etc. quand on a ce genre de pathologie, donc ça peut mener à des syndromes de fatigue chronique. C'est forcément compréhensible, quoi. D'autres troubles digestifs comme la dyspepsie, difficulté à digérer, reflux gastro-œsophagien, brûlures digestives, etc. Le syndrome de l'intestin irritable n'augmente pas le risque de développer un cancer du côlon ou une maladie inflammatoire. Ça, c'était en 2021. Maintenant, on sait que c'est pas vrai. Ah non, pardon, c'était en 2025. C'est bizarre parce que juste après, j'ai un article qui dit que c'est justement ça augmente le risque de syndrome du côlon. Ah ah! Attendez. Parce que du coup, là, j'ai deux sources qui disent l'inverse. Ah non, c'est pas la même chose. Attendez. Laissez-moi juste vérifier. Ils ont pas modifié tout l'article? C'est bizarre. Peut-être. Peut-être. Attendez. Hop. Laissez-moi juste vérifier. 30 secondes. Hop. Parce que bon, ce serait plutôt cool de savoir si c'est pas le cas, mais... c'est dommage parce que mon autre source disait que c'est le cas. Pop. Mais ouais. En tout cas, on sait que pour Crohn, c'est sûr, parce qu'il y a un lien très très fort entre Crohn et le syndrome de l'intestin irritable. Hop. Alors oui, des différences, oui. Tac. Hop. Ouais. Je retombe sur les trucs que j'ai vus, donc du coup, bon, bref. Bon. Je vous confirmerai ça. Peut-être prochaine fois, je ferai un erratum, on verra. Bouh, Amélie, la honte. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, on sait jamais. Donc on verra. On verra. Bref, je ferai un erratum peut-être au prochain pour vous dire, ou sur les réseaux, si jamais il y a un truc. Du coup, pour la fibromyalgie, justement... j'ai trouvé un autre document qui en parle sur justement le site officiel de l'association fibromyalgie.fr, parce qu'ils ont une association, parce que ça c'est pareil, la fibromyalgie c'est une pathologie qui pendant très longtemps a été considérée comme étant totalement psychosomatique, et beaucoup de personnes en souffrent, et c'est une pathologie qui vraiment crée des douleurs de partout. Et il y a une association entre justement le syndrome de l'intestin irritable et la fibromyalgie, voire même, il y a des chercheurs qui se posent des questions sur est-ce qu'on ne serait pas sur un ensemble de pathologies qui sont avec des mêmes causes, en fait, des groupes de pathologies qui seraient à mettre ensemble, à analyser ensemble, à comprendre ensemble. C'est une possibilité, mais voilà, c'est vraiment juste des hypothèses, il n'y a pas vraiment de recherche qui est encore faite dessus, il y a des gens qui posent des questions, mais il y a encore très peu de financement dessus, quoi. C'est pas aussi un diagnostic fourre-tout par hasard? Si, tout à fait. En fait, la fibromyalgie, c'est un diagnostic qui est posé chez toute personne qui semble présenter des douleurs qu'on ne comprend pas trop et qui apparaissent un peu partout. Voilà, du coup, bon. Lisons ça. C'est pareil, c'est en 2025. Une étude brésilienne récente met en lumière la forte concomitance de la fibromyalgie et du syndrome de l'intestin irritable. En explorant les mécanismes complexes de l'axe intestin-cerveau et le rôle du microbiote intestinal, elle renforce l'idée d'une approche holistique pour ces deux affections souvent invalidantes. Cette recherche souligne l'importance des facteurs psychologiques et environnementaux dans la manifestation et la gestion de ces pathologies. Et ça c'est pareil, pendant très longtemps,
vu qu'on sait qu'il y a un lien qui est très fort entre le stress et l'apparition de cette pathologie, que ce soit le syndrome de l'intestin irritable ou la fibromyalgie, pour les deux pathologies, les médecins étaient en mode « bah du coup, c'est dans ta tête, donc c'est de ta faute, donc arrête de stresser, ça va mieux se passer ». Sauf que on se retrouve avec un impact du cerveau physique sur notre corps qui crée des choses qui durent pendant longtemps, et du coup qui crée des syndromes avec des pathologies qui restent, même si on va mieux dans le tête, il faut que ce soit plus longtemps, etc., et faire d'autres actions pour réussir à rétablir la situation. Et donc pour la fibromyalgie, là on se retrouve avec finalement le même axe intestin-cerveau qui semble être aussi impliqué et qui a été analysé justement dans cet article. La fibromyalgie est une maladie chronique caractérisée par des douleurs musculo-squelettiques généralisées, une fatigue persistante, des troubles du sommeil et des difficultés cognitives. Moins connu du grand public, le syndrome de l'intestin irritable est une infection digestive chronique qui se manifeste par des douleurs abdominales, on connaît. Bien que l'une soit principalement associée à la douleur et l'autre au trouble digestif, de nombreux patients atteints de fibromyalgie signalent également des symptômes gastro-intestinaux et inversement. Cette observation clinique a amené les chercheurs à s'interroger sur les mécanismes communs qui pourraient lier ces deux pathologies. C'est dans ce contexte qu'une étude menée par Carla Cristina Souza Almeida et ses collègues, publiée en 2023 dans la Revista da Associação Médica Brasileira, offre des éclaircissements précieux. Une revue systématique pour décrypter le lien. Plutôt que de mener une nouvelle expérience, cette étude a opté pour une revue systématique de la littérature. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont pris tous les articles qui sont liés justement à ces deux différentes pathologies et ils ont cherché un petit peu tous les liens de cohortes qu'ils pouvaient faire les uns avec les autres pour essayer de voir si les patients qui étaient dans une étaient aussi dans d'autres cohortes, etc. Ce qui est souvent le cas, en fait, quand tu as des pathologies qui sont liées, quand tu as des patients qui sont dans les hôpitaux, ils se retrouvent en fait dans les mêmes cohortes statistiques, avec les mêmes numéros associés. C'est ce tel patient a telle pathologie, mais aussi telle pathologie. Parce qu'en fait, tu as besoin de prendre en compte les différents facteurs que tu as chez tes patients pour retirer du potentiel bruit, par exemple. En disant, disons que j'ai 150 patients qui ont le S2I, mais dans ces 150 patients, il faut que je prenne en compte un petit peu qui a quelle autre pathologie, etc., qui apparaissent au même moment, pour que scientifiquement, ton analyse prenne en compte le fait que tu aies des effets de bord, que tu aies des effets différents qui peuvent se rajouter sur les analyses que tu fais. Ça, c'est très important. Du coup, les grandes leçons de l'étude. L'analyse de la littérature a permis de consolider plusieurs points essentiels concernant la relation entre les deux pathologies. Une forte co-occurrence. Elles vont souvent de pair. La revue systématique confirme qu'il existe un chevauchement épidémiologique important entre la fibromyalgie et le syndrome de l'intestin irritable. Un pourcentage élevé de patients atteints de FM apportent également des syndromes du S2I. Et inversement, cela suggère fortement que ces deux maladies ne sont pas simplement simples coïncidences, mais partagent des racines communes. L'axe intestin-cerveau au cœur du problème, forcément, on le disait, les deux viennent du cerveau, et créent différents trucs, enfin viennent du cerveau. En tout cas, impliquent l'axe intestin-cerveau, et donc c'est important. Le rôle du microbiote intestinal aussi, très important. Oui, ça on sait. Ok. Attends. Quoi ? Le rôle du microbiote intestinal est mis en avant comme un acteur clé des altérations de sa composition. Dysbioses ont été observées chez les patients atteints de FM et de S2I. Mais du coup, c'est aussi observé chez les patients qui ont de la fibromyalgie sans qu'ils aient de S2I. C'est-à-dire que quand tu as de la fibromyalgie, tu as aussi un déséquilibre de ta flore intestinale. Donc c'est pour ça qu'ils disent que les deux sont forcément, en tout cas, ont l'air d'être liés, quoi. Du coup, l'influence des facteurs psychologiques et environnementaux. La revue a également réaffirmé l'importance des facteurs psychologiques, stress, anxiété, dépression et environnementaux, alimentation, infection, dans la genèse et l'exacerbation des deux conditions. Ces facteurs peuvent perturber l'axe intestin-cerveau et le microbiote, créant un cercle vicieux. Tout à fait. Mais oui, ce que l'étude change, c'est une confirmation robuste des liens complexes entre la fibromyalgie, le syndrome de l'intestin irritable, le cerveau et le système digestif. Elle renforce l'idée qu'une approche holistique, qui considère la personne dans sa globalité, est essentielle pour la prise en charge des patients. Les professionnels de santé devraient systématiquement évaluer la présence de symptômes digestifs chez les patients fibromyalgiques et inversement, parce qu'ils ne le font pas. Et oui, on a tendance justement en médecine moderne à ne traiter qu'une seule pathologie sans chercher à voir justement les autres qu'il y a derrière, à part quand on commence à avoir l'habitude depuis longtemps qu'elles co-apparaissent, qu'elles coexistent. Et c'est vrai que pour la fibromyalgie, ils devraient le faire, ils devraient chercher justement ce syndrome de l'intestin irritable et ils ne le font pas, ils ne posent pas la question. Et en fait souvent, imaginez, vous avez une pathologie comme la fibromyalgie, qui fait que vous avez des douleurs qui peuvent apparaître n'importe où, notamment dans vos intestins, et sans que vous ayez justement de syndrome de l'intestin irritable, etc. Vous pouvez avoir des douleurs qui apparaissent de partout avec ce truc-là.
et vous vous retrouvez avec des problèmes justement de diarrhée, ou etc. Comme vous avez déjà en fait toutes ces douleurs, c'est très possible que vous vous disiez juste que bah, c'est ma fibromyalgie, et il n'y a rien d'autre. Alors qu'en fait, c'est peut-être une co-occurrence de deux pathologies causées par des choses qui sont très similaires, voire la même chose, mais on ne sait pas. Et c'est important de l'étudier, quoi. Voilà, voilou. Du coup, un lien très fort avec la fibromyalgie. Maintenant, comment est-ce qu'on prend soin de notre intestin? Bon, il y a des choses que je vais critiquer dans ce reportage, mais il y a des trucs cool aussi. Hop, c'est y part. Arte, ils font des trucs cool, mais il y a des fois... En fait, un truc à savoir avec Arte, qui est très important, c'est qu'en fait, Arte est un agrégateur de reportages. Il passe des commandes, ou alors il y a des gens qui proposent, voilà, qui ont fait des reportages et qui essaient de leur vendre, tout simplement. Et du coup, c'est des avis de plein de personnes différentes, et il n'y a pas tout le monde qui vérifie exactement la qualité de tout de la même manière, etc. Donc il y a des fois des conneries qui sont racontées dans certains reportages, même si la majorité des choses sont quand même vraies et bien sourcées, il y a des fois des coquilles ou des conneries qui sont dedans, ou des idéologies de certaines personnes, hein. Voilà, voilà. Donc, c'est pareil, hein, moi j'avais vu, enfin, certains reportages qui enfin, avec des médecins qui étaient à l'intérieur, qui évoquaient le fait que c'était potentiellement utilisable, enfin, qu'on pouvait utiliser de l'homéopathie pour certains trucs. Envie de péter mon écran quand j'ai entendu ça. Ça, c'est un truc qui est très important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies qui prennent énormément de temps à être considérées en tant que telles. Comme on disait tout à l'heure, pendant longtemps, cette pathologie a été considérée comme un truc juste psychosomatique, en disant, bah, de toute manière, c'est que dans votre tête, donc voilà, on s'en occupe pas. Et il y a beaucoup de pathologies qui sont comme ça. Donc maintenant, c'est mieux pour cette pathologie, mais il y en a d'autres, hein. Plus la pathologie est rare et plus justement c'est considéré comme des trucs avec des symptômes qui sont pas visibles ou plus compliqués à détecter, plus c'est laissé de côté. Et il y a des statistiques qui ont été faites, hein, sur les pathologies les plus rares, en disant que bah, c'est entre 10 et 14 ans pour être détecté pour une maladie qui est considérée comme étant rare. Enfin, rare avec des symptômes pas très visibles. Donc voilà, c'est notamment, je connais quelqu'un qui est dans le chat avec une pathologie qui est liée à l'oreille interne. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Il me semble que c'était aux alentours d'une dizaine d'années d'ailleurs, entre vraiment les symptômes qui apparaissaient, qui étaient problématiques, et jusqu'à commencer à se faire traiter pour la pathologie. Donc ouais, ça prend du temps d'être diagnostiqué pour ce genre de pathologie. Maintenant, c'est mieux, mais c'est toujours compliqué des fois chez certains médecins, surtout chez certains vieux médecins. Donc c'est pour ça, si vous avez ce genre de symptômes, n'hésitez pas à aller voir plusieurs médecins différents, à demander des avis différents. C'est aussi un conseil important, je pense, à suivre. Bref, les gens, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 2h30 que je vous parle de caca, et qu'on a vu suffisamment de choses, je pense, pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, ou s'il y a des questions qui vous viennent, hein, par la suite, à les poser sur les réseaux, ou à venir la prochaine fois sur le stream, à poser plus de questions comme vous voulez, bien sûr. Mais sinon, moi, je vais m'arrêter ici. Merci d'avoir été là, c'était beaucoup trop bien. Moi, j'ai kiffé encore apprendre beaucoup de choses là-dessus. Je sais pas encore sur quel sujet on fera le prochain. Peut-être sur justement les pathologies qui sont liées aux femmes, comme l'endométriose, etc. Mais pas que, il y en a beaucoup d'autres. Hein, donc je sais pas si je vais commencer le cycle à ce moment-là. On verra. Bref, je vous tiens au courant. Passez tous une très très bonne soirée. Passez tous une semaine incroyable. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut!